On se retrouve pour une séance un peu particulière du comité technique viande bio. Donc c'est Lucille Dréon, l'animatrice du comité technique, qui va vous présenter l'organisation de cette journée sous format webinaire. Oui, bonjour à tous. Donc ce matin, on va plutôt regarder la finition des bovins viande. Et en fait, c'est la ferme de Torigné d'Anjou, donc c'est Julien Fortin qui la représente, qui va nous présenter déjà la ferme, le contexte, et puis les expérimentations qu'ils ont pu faire. Donc ils ont vraiment un retour d'expérience assez important, puisqu'ils ont fait, ils sont à peu près à plus de 20 ans de recul là-dessus, sur des expérimentations. Et donc on va plutôt parler de la voix femelle et de la voix mâle. On va essayer de faire un webinaire qui soit assez interactif pour qu'on puisse en fait transposer les résultats de la ferme à l'Occitanie. Donc pour ça, il va vous présenter un peu le contexte de la ferme et nous présenter en quoi on peut avoir des contextes équivalents ou des contextes qui peuvent être différents. Et pour terminer, il nous présentera un croisement qui pourrait être prometteur. Donc c'est en fait, on a choisi de présenter le comité technique sous cet angle pour avoir déjà des retours sur l'engraissement, parce que c'est quand même un problème important en agriculture bio. Et puis aussi par rapport au contexte actuel et à la nouvelle réglementation qu'il pourrait y avoir sur la finition des bovins. Et pour montrer l'importance de la finition qui soit cadrée, donc notamment la finition qui peut être en bâtiment. Après, cet après-midi, en fait, on sera plutôt sur les monogastriques, les porcs et les volailles, donc on aura peut-être un public différent. Et pour commencer ce matin, on va d'abord faire un premier tour de table pour voir un petit peu, pour que chacun puisse un petit peu se présenter. Et voilà. Donc, on refera un tour de table cet après-midi aussi pour chaque webinaire. Je pense que... Donc les micros des participants sont activés. Excusez-moi. Si vous voulez vous présenter en deux secondes. Par contre, bien sûr, il n'y avait pas de caméra, voilà, de webcam. Et ensuite, pendant la présentation de Julien, on coupera les micros et on les réactivera pour les séquences de questions-réponses. Vous avez aussi le chat où vous pouvez poser des questions également. Bonjour, je vais commencer. Jean-Pierre Lasdouze, délégué régional Interbev Occitanie et en charge du dossier bio au niveau de l'interprofession. Merci. Peut-être que chacun peut dire un petit peu ce qu'il attend de cette séance. On n'aura peut-être pas le temps de faire tout ça. Bon. Bonjour, Christelle Pinot, Institut de l'élevage. Donc, je viens au titre de Bioréférence Massif Central pour un peu voir les essais et voir un peu quel type de ferme on pourrait suivre dans le nouveau réseau. Merci. Bonjour, Blandine Massot, service coordination filière du nez bio et en charge de l'animation de l'association des éleveurs bio du Sud-Ouest. Merci. Bonjour, Jean Arinaud, donc Chambre d'agriculture du Gers. J'accompagne donc un groupe d'éleveurs concernant à la fois les bovins et puis également on a un petit projet sur le développement d'une petite filière sur le porc en bio, sur le secteur du département. Merci. Alors, Roseline Rousset de l'Aude. J'accompagne aussi
on est en train de mettre en place l'engraissement chez les éleveurs bovins bio. D'accord, les problématiques de finition. Merci. Voilà. Bonjour, Corinne Amblard du Bio Ariège-Garonne, en charge des filières viande et lait. Merci. Cécile Cluzet, donc je suis la collègue de Corinne Amblard qui vient de se présenter. Et moi, j'accompagne les éleveurs et en particulier sur les aspects réglementaires. Donc voilà, à l'écoute de ce qui a pu être fait à Torigné sur l'utilisation maximisée de l'herbe. Merci. Monsieur Castelli, voulez-vous présenter peut-être? Ou Madame Marjou? On entend, on ne peut pas. Fabien Castelli a peut-être un problème de micro. Il est éleveur bio dans le Gers, en blonde et veau sous la mer, et secrétaire de l'association des éleveurs bio du Sud-Ouest. Merci. Est-ce que vous m'entendez? C'est Marilyn Barjou. Oui, très bien. Voilà, donc je suis de la Haute-Vienne et j'ai souhaité participer à la matinée parce que votre expérience sur ce que vous avez pu rencontrer pour la finition m'intéresse particulièrement. Mais on est enchantés aussi. Oui, je suis en charge des réseaux de référence à la Chambre d'agriculture de Haute-Vienne en bovin et ovin et je fais partie du réseau Bio Massif Central. D'accord. Voilà. Avec Christelle comme pilote pour les bovins viande. Tout à fait. Merci. On n'entend toujours pas Mathilde. Ouais, ça doit être son ordinateur alors qu'il y a un problème de micro. Donc sinon Mathilde Durand, donc de la Chambre d'agriculture de l'Aveyron, qui anime un groupe d'éleveurs bovins viande bio aussi sur son département. Ensuite, il y a Philippe Lannes, qui est éleveur bovin viande dans les Hautes-Pyrénées, en bio. Et ensuite, il va manquer encore quelqu'un. Laura Marin, je vois, pour Interbio Occitanie. Et Sandrine Arène pour la coopération agricole Occitanie. Bonjour, Laura Marin d'Interbio Occitanie. Je ne sais pas si vous m'entendez, si apparemment oui. Très bien. On a des petits soucis de connexion de notre côté. Et donc, je suis aussi avec Aline, donc la stagiaire d'Interbio qui est arrivée hier et qui travaillera plus spécifiquement sur le sujet porc. Donc, on suit surtout la comité technique par rapport aux éléments sur la filière porc, donc vous avez amené sur la réglementation. Très bien. Alors, donc je pense que tout le monde s'est présenté ou a été présenté, des fois de micro. Donc, je pense qu'on peut commencer, Julien, oui. sur ta présentation. Donc, tu la partages? Oui, je la partage. Donc, bonjour à tous. Julien Fortin de la ferme expérimentale de Torigné d'Anjou. Hop. Alors, je partage. Anne-Lucille, vous me dites quand… Ouais. C'est bon, on voit. Parfait. C'est bon, c'est en plein écran? Parfait.
Donc, comme Lucille vous l'a dit, on a prévu un exposé en 4 temps. Un premier temps pour vous expliquer ce qu'est la ferme de Torigny d'Anjou et comment elle travaille sur ces problématiques, notamment de finition en agriculture biologique. Après, deux grands sujets que nous avons travaillé à partir de la recherche. Donc, ça va être tout ce qui va être sur la valorisation des mâles et ce qui va être aussi sur la valorisation des femelles. Et enfin, un nouveau programme de recherche que nous avons initié depuis 2 ans pour essayer de trouver une alternative aux problématiques qu'on rencontre aujourd'hui sur cette phase qu'est la finition. Alors, que représente la ferme expérimentale de Torigny d'Anjou? Donc, c'est avant tout un outil de recherche, un outil sur lequel on fait des recherches analytiques qui vont du sol à l'animal. Donc, on va travailler à l'échelle de la microparcelle, à l'échelle du lot de bovins. L'idée étant en fait de répéter des mesures pour avoir des résultats précis et surtout fiables pour envisager une transposition. Ensuite, en parallèle, c'est un outil de démonstration. C'est-à-dire que Torigny, ce n'est pas une station expérimentale, c'est une ferme expérimentale. Et toutes les bonnes idées issues de nos travaux analytiques, en fait, on les met en place en vraie grandeur dans le système de production. Ce qui permet en fait de tester la transposabilité et aussi la robustesse à plus grande échelle des solutions qui ont été mises en avant à travers l'activité de recherche. Et enfin, c'est un outil de communication et de formation avec à peu près 80 jours de formation de face à face auprès beaucoup d'éleveurs, de conseillers et de plus en plus d'étudiants sur toutes les problématiques que l'on travaille sur la ferme de Torigny, avec la petite particularité, c'est de ne pas s'adresser, même si on est en agriculture biologique, de ne pas s'adresser uniquement à ce public-là, parce que dans le public qu'on a, il y a à peu près 70% des gens qui viennent avec des postures de conventionnels. Et l'idée, c'est de répondre vraiment à l'ensemble des agriculteurs. Alors, cette ferme, aujourd'hui, elle a un peu plus de 20 ans. Elle a été mise en place en 98 sous l'initiative de la Chambre d'agriculture du Maine-et-Loire. Et dès le début de cette aventure, en fait, il y a eu l'idée de regrouper des organismes para-agricoles du département et de la région pour monter cette ferme. Donc, tous ces organismes, vous les avez représentés par leur logo sur la droite de la diapo. Donc, cette ferme, c'est une SARL avec des actionnaires, donc 12 actionnaires qui se répartissent 26 actions, et donc un conseil d'orientation qui se réunit 3, 4, 5 fois par an en fonction de l'actualité. Voilà. Et cette ferme, bien sûr, depuis la création, elle est totalement conduite en agriculture biologique, avec l'objectif de travailler du sol à l'animal, avec un troupeau de vaches allaitantes de race limousine. On reviendra dessus après. Et plutôt dans un système qu'on va qualifier de bioproductif. Alors, ce terme productif n'est pas toujours évident à bien expliquer. L'idée, ça va être d'optimiser la performance à l'hectare. C'est-à-dire que notre moyen de production, c'est vraiment la surface qu'on a à disposition. L'animal reste un intermédiaire pour valoriser une ressource qui va être produite sur une surface donnée. Donc, pour nous, l'objectif, c'est de maximiser cette production par hectare en respectant, bien sûr, des équilibres biologiques pour maintenir la durabilité du système. Alors, les objectifs de la structure, plus globalement, ça va être bien sûr contribuer au développement de l'agriculture biologique, mais aussi de l'agriculture qui est qualifiée il y a une vingtaine d'années de durable. En plus du cahier des charges bio, le conseil d'administration nous a fixé d'autres contraintes qui ne sont pas vraiment aujourd'hui des contraintes. C'est un niveau d'autonomie totale, interdiction d'acheter des ressources alimentaires pour nourrir les animaux à l'extérieur. Un niveau de performance zootechnique élevé, donc qui va se caractériser par 2 choses. La première, une maîtrise de l'improductivité des animaux sur le troupeau. Et enfin, un taux de finition quasiment total. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas un animal maigre qui sorte de la ferme, donc de produire des animaux qui sont capables d'alimenter la filière bio et de satisfaire les attentes de cette filière. En plus, le système, il doit rester reproductible à 2 échelles, dans son orientation technique. C'est-à-dire que tout ce qui est fait à Torigny, alors hors l'activité de recherche très précise, mais est tout à fait transposable, doit être transposable à l'échelle de la ferme de Monsieur Tout-le-Monde. Donc ça se caractérise par pas de suréquipement et des choses en fait relativement, qui peuvent paraître simples quand on les a bien comprises et maîtrisées. Et aussi dans sa dimension, vraiment rester à dimension humaine. Donc on reviendra dessus après.
La ferme, elle doit aussi faire la démonstration tous les ans de sa pertinence économique. C'est-à-dire qu'on est sur une SARL avec une partie recherche, une partie formation et une partie production. Eh bien, tous les ans, j'isole les produits et les charges liées uniquement à la partie production. Et ça, on doit démontrer qu'elle est rentable. Ça permet de traduire en fait que les avancées de la recherche, les bonnes idées qui ont été mises en place, quand on les met en vraie grandeur dans un système de production, elles permettent d'améliorer le revenu de l'éleveur. Donc ça, on pourra revenir dessus s'il y a des questions. Et enfin, notre activité de base, des protocoles de recherche, bien évidemment pertinents et rigoureux, avec 3 grands axes de recherche aujourd'hui: autonomie et sécurité alimentaire des élevages de ruminants, production de viande bovine, sol et grandes cultures, pardon. Voilà. Et le tout, donc un statut juridique SARL, avec un modèle économique cohérent, c'est-à-dire que l'objectif, c'est d'être à l'équilibre économique sur cette structure tous les ans. Et il n'y a pas quand il y a un éventuel bénéfice qui est très très faible, il n'est pas reversé aux actionnaires, il retourne au service de la recherche. Voilà. Alors, la base de notre métier, c'est de faire des essais, de faire de la recherche, donc des choses qu'on estime faire précisément. Donc là, je vous ai donné, c'est pour illustrer en fait, illustrer ce que c'est que de faire de la recherche sur cette problématique-là. Faire de la recherche, c'est faire des essais analytiques. Et un essai analytique se caractérise par des modalités, donc des modalités là qui peuvent être représentées par des rectangles de couleurs différentes, et des modalités qui sont répétées, soit dans le temps, soit instantanées, soit les deux. Donc là, vous avez l'exemple d'un essai où on a testé 6 natures de prairies différentes, qu'on a répété 4 fois en instantané à l'échelle d'une parcelle. Donc, c'est des micro-parcelles de 3 mètres de large, 10 mètres de long. Et puis, cet essai, il est suivi pendant 3 ans. Ce qui permet, en fait, sur une nature de prairie, d'avoir au bout de 3 ans 12 points pour faire des moyennes sur le rendement en premier cycle, la composition botanique, etc. Et ce qui permet, en fait, d'avoir une certaine robustesse et surtout une fiabilité de la donnée, qui permet derrière une diffusion large, en tout cas dans la fiabilité de cette donnée. Alors la ferme, aujourd'hui, physiquement, qu'est-ce qu'elle représente? C'est une ferme de 145 hectares. 84% de la surface est dédiée à la production de fourragères pour nourrir les animaux, et il y a 16% de culture pour quasiment nourrir les animaux. Il peut y avoir une petite partie en culture de vente en fonction des opportunités. Sur ces 145 hectares, il y a vraiment 140 dédiés au système de production et 5 hectares d'essais en micro-parcelles tous les ans. Alors, c'est jamais les mêmes 5 hectares, bien sûr, mais du coup, qui sortent du système parce qu'on fait des mesures destructrices dessus, donc il ne sert pas à alimenter le troupeau, donc on considère que c'est hors rotation. Et le tout sur un potentiel agronomique modeste, voire très modeste. On est sur des limons sableux et des sols à faible profondeur. En moyenne, on va être à 30 à 40 cm de terre labourable. Dans cet horizon superficiel, en fait, on a 30% de cailloux en volume. Et surtout, sous ces 30-40 cm, on a une roche qu'on appelle le mâche-fer, localement, en fait, ou de l'allios, c'est plus connu sous le nom de allios. Et en fait, c'est une précipitation du fer et du manganèse qui fait qu'on a une roche qui est complètement imperméable. Du coup, on se retrouve sur un milieu très séchant en été et hydromorphe en hiver. Donc, c'est une réelle contrainte technique, mais d'un point de vue recherche, c'est plutôt un point fort, parce que si ça marche à Torigné, il y a de grandes chances que ça soit transposable dans beaucoup d'autres milieux. Voilà. Donc ça, c'est vraiment notre moyen de production, c'est notre sol. Et comme intermédiaire, on a un troupeau de vaches allaitantes de race limousine, 70 vaches, et la suite, qui représente 120 UGB, un chargement relativement faible, mais adapté au potentiel agronomique des terres, donc 1,1 UGB par hectare de SFP. Et le tout, bien sûr, avec une autonomie totale, tant sur la partie fourrage que sur la partie concentrée. Alors, pour s'occuper de tout ça, on a une petite équipe. On est 2 ingénieurs, donc Bertrand Davot et moi-même, 3 techniciens et des stagiaires qui viennent nous rejoindre à partir du mois d'avril pour toutes les mesures sur nos micro-parcelles. Donc, ce qui représente à peu près 5,7 équivalents temps plein.
Bien sûr, sur ces 5,7, tout le monde n'est pas sur le système de production. On considère qu'il faut, et on mesure précisément, hein, qu'il faut 1,6 équivalent temps plein uniquement pour le système de production. Et en fait, les 4,1 autres équivalents temps plein sont dédiés à l'activité de recherche et aussi de formation. Voilà. Et dire aussi que la ferme, hors coût de recherche, elle est viable aujourd'hui, hein, et ça on l'illustrera à travers les avancées qu'on a fait, et elle permet de rémunérer en moyenne entre les campagnes 2014 et 2018 3,2 SMIC chargés, ce qui est plutôt un bon résultat par rapport aux fermes qu'on peut avoir dans différents réseaux. Alors, pour vous dire que vous ayez une représentativité un peu du potentiel de nos sols, je vous ai mis la courbe de croissance de l'herbe. Alors, j'ai mis celle de 2019, je n'ai pas encore mis à jour celle de 2020, je suis un peu en retard. Et donc, à Torigné, comment ça se caractérise? On a un pic de pousse de l'herbe qui est fin avril, début mai, qu'on va exprimer en kilos de matière sèche par hectare et par jour, qui va s'élever à 60 kilos, hein, on va prendre la moyenne. Donc, ce qui est un pic, c'est un pic, mais il n'a rien d'exceptionnel, hein. C'est pas un gros pic comme on peut avoir dans certaines régions de France, et sûrement plus dans votre secteur, en fait, où grâce à de la chaleur, vous arrivez quand même sur le début de printemps ou sur le printemps à avoir des pousses de l'herbe plus importantes. Par contre, dès début juillet, nous, on a un effondrement de cette pousse de l'herbe, voire même des fois des prairies qui grillent totalement. Donc ça, c'est assez courant à partir du 1er juillet. Et malheureusement, ça se poursuit. Ça se poursuit et ça dure de plus en plus longtemps. On a un léger rebond fin octobre, début novembre d'herbe. Mais du coup, voilà, on ne peut pas trop compter sur l'herbe d'automne parce qu'il y a énormément de variabilité quant à sa présence ou plus souvent son absence. Donc en fait, l'enjeu du système de Torigné pour atteindre l'autonomie, ça va être de maximiser en fait la valorisation de cette ressource au printemps, et absolument d'avoir trouvé des solutions techniques pour que la totalité des stocks pour nourrir les animaux en été et surtout en hiver, tous ces stocks soient faits avant le 1er juillet. Parce qu'après, en fait, on ne peut pas envisager de culture d'été parce qu'on a la problématique de la sécheresse qui est trop importante, vous le voyez sur cette courbe. Alors bien sûr, hein, on n'a pas l'irrigation dans ce système. Alors le troupeau, comment il est organisé? Donc ça, j'ai choisi de bien vous le présenter en détail parce qu'en fait, ça va être le support derrière des résultats sur l'engraissement. Donc le troupeau aujourd'hui, 70 limousines, double période de vélage stricte, hein, donc des vélages dits d'automne, septembre et octobre, et des vélages dits de printemps, mars, avril. Alors quand on dit deux périodes de reproduction stricte, c'est qu'on a une date de début de reproduction et une date de fin de reproduction. Et même si on a la meilleure vache de troupeau qui se retrouve en chaleur à la fin de la période de reproduction, enfin hors période de reproduction, elle rejoint la partie engraissement. En fait, elle ne retourne pas dans le système de production. Donc cette rigueur en fait nous permet d'avoir des IVV maîtrisés et plus globalement du coup une bonne maîtrise de l'improductivité. Donc à Torigné, l'IVV moyen, et ce depuis 20 ans, il est à 365 jours, c'est très mathématique. On a un taux de renouvellement élevé. Alors pourquoi? Pour profiter du progrès génétique, en considérant, en faisant l'hypothèse que les jeunes générations, si on travaille bien, sont meilleures que les anciennes. Et puis pour aussi produire des carcasses de vaches plus faciles à engraisser. On a la chance d'être dans un contexte où on peut produire des ressources qu'on va utiliser pour l'engraissement. Et pour faciliter cet engraissement, il nous faut des animaux plus efficaces. Et plus l'animal il est jeune, plus il arrive à valoriser, il a meilleure et son efficacité alimentaire. Donc pour nous, c'est intéressant d'avoir un taux de renouvellement élevé. On fait un peu d'insémination animale. On le fait uniquement sur la période de reproduction hivernale quand les animaux sont en bâtiment. Donc on fait ça pendant un mois. Et puis après, on met pendant un mois les taureaux en rattrapage. Et jusqu'à l'année dernière, toutes les génisses vélaient à 30 mois, toujours dans un objectif de réduire l'phase d'improductivité des animaux. Donc les génisses nées à l'automne se retrouvaient à véler au printemps, 2 ans et demi après, et inversement. Voilà. Les mâles sont valorisés en bœufs. Alors aujourd'hui, ils sont valorisés en bœufs parce qu'on considère dans notre contexte que c'est la meilleure solution d'un point de vue technique et économique. Donc on en fait 16 à 20 par an. Il y a une partie des veaux qui sont vendus en broutard. Donc ça, c'est un petit regret, mais en fait, notre système ne permet pas d'engraisser tous les animaux
en maintenant le niveau d'autonomie totale. Donc, on pourrait le faire, mais pour cela, il faudrait réduire le nombre de vélages. Si on réduit le nombre de vélages, on n'aura plus assez d'animaux pour faire notre métier principal, qui est la recherche. On ne sera plus en mesure d'avoir des effectifs suffisants pour avoir des lots homogènes et faire des comparaisons. Donc, les broutards, ils sont vendus castrés à un voisin qui est en agriculture biologique, et du coup, ils restent dans la filière. Ils deviennent eux aussi des bœufs qui vont alimenter la filière bio. Voilà. Donc ça, c'était le système jusqu'à présent. Et puis, je vous expliquerai pourquoi on l'a fait évoluer là depuis 2 ans. Parce que c'est issu de nos travaux sur la valorisation, notamment la finition de ces animaux dans un. On n'entend plus. Anne? Anne? On n'entend pratiquement plus. Est-ce que ça vient de chez Julien ou... Peut-être que l'icône est revenue tout seul à son coupé, non? Ouais, parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé aussi. Moi aussi. Oui. Alors. Sur la droite. Alors. Ouais, Ah, là, c'est c'est bon. bon. Excusez-moi. Ok. Voilà, donc ça c'était la présentation de la ferme. Lucille, est-ce que tu veux qu'on prenne un petit temps de questions tout de suite sur la présentation de la ferme avant de passer à la valorisation des mâles et des femelles? Oui, je veux bien, et de témoignages un petit peu des éleveurs par rapport au système et notamment à la pousse d'herbe. S'il y a des questions. Il n'y en a pas dans le chat. Mais... Non, il n'y en a pas dans le chat. C'est pour ça, si vous avez des questions, vous pouvez les... Blandine Massot, juste une question très rapide. Quand Julien parle de taux de renouvellement élevé, c'est quoi le pourcentage en moyenne? Oui, bien vu, c'est 35%. J'ai oublié de le préciser. Ouais. Merci. Marine Barjou, par rapport à la conduite de l'alimentation en été, vous avez combien de durée d'affouragement l'été? Eh ben, on affourage en fait à peu près 70% du troupeau à partir du 1er juillet jusqu'à la fin septembre. En fait, on a quelques prairies un peu en vallée, on va dire, entre guillemets, hein, où on arrive à maintenir une petite pousse autour de 20 kg. Et du coup, on met les couples mère-veau en vélage de printemps, hein, les animaux qui ont plus de besoins en priorité sur ces prairies-là, de manière à limiter l'affouragement. Après, les autres catégories animales sont souvent malheureusement affouragées. Et vous avez une idée de combien vous passez en tonnes de matière sèche par UGB par an? Oui, exactement. 2,2 tonnes de matière sèche stockée par UGB et par an. Ça, c'est la moyenne, C'est pas avec énorme. une variabilité très importante. D'accord. Oui, est-ce que vous m'entendez? Philippe Lannes, dans les Hautes-Pyrénées. Oui. Donc j'ai eu un petit souci de son et voilà. Donc je viens sur la conférence. Une question par rapport au bœuf, à quel âge vous les commercialisez? Alors, on va voir ça après dans l'exposé, c'est prévu en détail. Donc, je vais te dire sur les bœufs en détail. Voilà, ça arrive. Oui, là, c'est vraiment les questions plus sur la ferme. Ouais, plus sur le système de production où effectivement cette notion de productivité, de rendement, d'assolement, enfin, pour un peu faire le lien avec votre contexte local. Je ne sais pas si cette dynamique de pousse de l'herbe, c'est quelque chose, enfin, vous, votre région, elle est plus large, hein, si Occitanie, c'est quand même grand, mais est-ce que c'est des choses, est-ce que par exemple, l'idée d'arriver à faire la totalité de ces stocks avant la fin juin, c'est aussi quelque chose que vous rencontrez, quoi, par exemple? Pas forcément. Nous, on est dans une zone de montagne, donc on a une pousse qui peut être plus tardive et du coup, on prépare les stocks à partir de début juin jusqu'à mi-juillet, fin juillet pour les foins, mi-juillet, et les regains jusqu'à mi-août, fin août.
Ok. Mais oui, après, il peut y avoir certains secteurs plus séchants, effectivement, qui peuvent ressembler à ça. Ouais. Et après, Julien, est-ce que le diapo, on pourra l'avoir ou pas? Oui, c'est évident. Ouais. Voilà, merci. Pour le Limousin, on observe qu'on se dirige vers ça, malgré historiquement nos bons pâturages sur toute l'année. Et est-ce que vous avez recours aux dérobés? Comment est-ce que vous maximisez votre production comme ça ou pas? Alors, nous, non, le levier qu'on a beaucoup travaillé là depuis 10 ans, c'est l'implantation de prairies sous couvert. Ce qui fait que derrière les moissons ou derrière les ensilages d'associations céréales protéagineux, on a notre prairie qui est déjà installée. Ce qui fait qu'on a un peu de biomasse sous forme de prairie qui arrive disponible l'été et qui, au moindre orage, en fait, permet de valoriser le peu d'eau qui tombe et puis on a un peu de ressources comme ça. Les dérobés, clairement, c'est vraiment très aléatoire. Donc, on ne peut pas dire que notre système il est basé là-dessus. Par contre, il est arrivé, notamment derrière des récoltes en grains, dans la rotation entre une céréale et un protéagineux, par exemple, quoi, ou entre deux céréales, qu'on implante un colza. Et puis, on va dire que ouais, ça marche 2 années sur 3. Voilà. Mais bon, ça représente une part très très faible de la ressource qui est apportée aux animaux. Les semis de prairie. Pardon? Les semis se font l'automne, enfin céréales plus prairie. Oui, tout est semé. Nos prairies sont semées vers le 10 octobre sous couvert de céréales protéagineuses, soit à destination d'une récolte en grains, soit en ensilage. Et ça, c'est un levier technique qui a vraiment permis d'intensifier la production par hectare. Clairement, il n'y a pas d'autre terme, en réduisant le temps de travail et en ayant aussi des meilleures performances sur les qualités d'implantation, les natures des prairies et les rendements. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose un très bon levier. Qui, je pense, dans vos zones, alors peut-être, je mettrais peut-être un bémol pour les zones de montagne, passer 800 mètres, on peut avoir quelques freins, mais sinon, dans le Limousin, c'est quelque chose qui doit se transposer assez facilement. Bon, on va continuer. Ouais. Alors, On n'entend pas à nouveau. Ah zut. Alors. Ok, c'est bon. Merci. Ah, ça y est, c'est bon. Ok. Alors, la valorisation des mâles. Donc, à Torigné, il y a eu trois types de valorisation qui ont été testés. La première, c'est les barons. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un baron? C'est un jeune mâle non castré, donc entier, de race à viande, qui est abattu entre 12 et 16 mois pour un objectif de poids entre 280 et 330 kg de carcasse. D'accord? Donc, comment est née en fait cette idée du baron? Il y a quelques années, la filière bio disait qu'il leur manquait de la viande pour faire du steak haché. Voilà. Et donc, on faisait le constat qu'en troupeau allaitant, en fait, on a beaucoup d'animaux qui partaient en broutard. Donc, on se dit, bon, bah, si on garde ces animaux entiers, on pourrait peut-être arriver à faire de la viande à destination de steak haché, sachant qu'à l'époque, en fait, il n'y avait pas suffisamment de vaches laitières pour faire des steaks hachés bio. Du coup, il y a eu cet itinéraire technique qui a été mis en place, qui consiste en fait, vous pouvez regarder le graphe en dessous, à profiter d'une bonne croissance des veaux sous la mer, quoi, autour de 1150 grammes par jour, d'un sevrage début juin, et derrière une conduite, alors certes à l'extérieur, au pâturage, mais vous le voyez sur la photo, plutôt sur des prairies grillées, donc qui consistait donc à laisser les animaux dehors, leur distribuer un enrubanage d'herbe de qualité et de complémenter avec entre 2 et 4 kg de céréales en fonction de la valeur de cet enrubanage qui permettait d'avoir des performances autour de 1300 grammes par jour. Donc ça, techniquement, ça marchait bien. Il fallait juste s'assurer d'avoir des clôtures en état. Ça produisait une viande relativement claire.
et peu grasse, quoi. Donc certes adaptée au steak haché, mais du coup la filière derrière payait cette viande comme si c'était de la viande de vache laitière, parce que c'est vrai que c'était assimilé à ça. Et du coup, le modèle technico-économique, il s'est avéré peu pertinent. Donc c'est pour ça que cette idée n'a pas été retenue dans le fonctionnement de la ferme de Torigné. D'ailleurs, quand on en parle un peu aujourd'hui dans les campagnes, il y a très très peu d'éleveurs qui valorisent des mâles entiers dans la filière bio. En tout cas, qui le font de manière systématique à l'échelle de leur troupeau. Quelques-uns le font par opportunité et des fois ça peut justifier. Deuxième mode de valorisation, c'est le veau sous la mère. Alors là, qu'attend la filière, hein, des veaux de race à viande, de 6 à 7 mois. Alors j'aurais pu écrire de 5 à 6 mois, parce que ça évolue un peu, ça. Avec des objectifs de 150 à 160 kg de carcasse. Des notes d'engraissement de 3 et des couleurs à l'époque de 2+, 3-. Et je crois que récemment, la grille a un peu bougé avec quand on a des couleurs trop foncées, l'éleveur est moins pénalisé. Donc là, c'est un itinéraire technique relativement simple, hein. On laisse le veau sous la mer. On s'organise de manière à ce qu'il y ait des croissances supérieures à 1200 grammes par jour, parce que le veau, il faut qu'il exprime certes son potentiel musculaire, mais il faut qu'il arrive quand même à faire un peu de gras, parce que sinon on se retrouve avec une viande de moins bonne qualité. Et donc du coup, par rapport à ça, il y a deux solutions qui se présentent aux éleveurs pour améliorer la densité énergétique de la ration. Soit c'est l'utilisation de ce qu'on va appeler des tentes, hein, qui vont permettre de complémenter la production laitière issue des mers, soit l'utilisation de concentrés. Et là, à des quantités qu'il faut, dans la mesure du possible, faire en adéquation avec le cahier des charges, ce qui est peu évident, clairement, sur ce type de production. Et souvent, on a en fait l'utilisation des deux modes de complémentation, l'utilisation de tentes et de concentrés. Donc ça, d'un point de vue technique, c'est tout à fait faisable. C'est beaucoup plus simple sur des vélages dits d'automne, parce que les animaux, on les conduit en bâtiment sur cette phase-là. Et du coup, on n'a pas le problème de l'herbe pâturée, hein, qui a tendance à colorer notamment les gras. Et derrière, ça peut être pénalisant sur le prix de carcasse. Il semblerait que le cahier des charges évolue, enfin les attentes de la filière évoluent à ce niveau-là, ce qui est pas mal, ce qui fait qu'on peut envisager aussi peut-être demain une valorisation de ces animaux plutôt sur des cycles de printemps. Donc une production tout à fait pertinente techniquement et aussi économiquement si elle est bien maîtrisée par l'éleveur. Voilà, donc là l'enjeu, hein, c'est aussi cette notion de kilos de carcasse, de poids vif des animaux à ne pas dépasser, et les éleveurs qui s'en sortent très bien avec ça, en fait, ils se donnent les moyens de vraiment contrôler les croissances de leurs animaux. Et souvent, ce sont des éleveurs qui sont occupés de bascules avec, sur les dernières semaines des animaux, des pesées hebdomadaires, en fait, pour vraiment être capable de déclencher la date de départ au bon moment. Voilà pour les veaux sous la mer. Donc, quelque chose qui a été testé à Torigné, ça marche. Et après, ce qu'on a beaucoup plus travaillé, ce sont les bœufs. Alors, les bœufs. Qu'attend la filière? Donc, un bœuf, c'est un mâle castré. La filière veut des animaux jeunes et finis et qui vont faire un poids idéalement à pas plus de 450 kg de carcasse. D'où la notion de jeune en fait, parce que si on laisse les bœufs aller jusqu'au stade adulte, on a facilement, et ce quelle que soit la race, hein, des poids qui vont dépasser les 500 kg de carcasse, et c'est pas l'objectif. C'est lié à la problématique de taille des morceaux de viande. Donc, il faut des animaux jeunes. Et la difficulté, ça va être de les avoir finis. C'est-à-dire qu'avec des dipôts adipeux, hein, de gras suffisamment importants pour avoir derrière un impact sur la qualité de la viande, tant la qualité organoleptique que la qualité de conservation, parce qu'on sait très bien que les niveaux adipeux jouent sur la conservation de la viande derrière. Alors là-dessus, on a travaillé en fait sur des itinéraires techniques de production de ces animaux issus des vélages d'automne ou issus de vélages de printemps. Donc là, ce qu'on vous propose, c'est un itinéraire technique avec les rythmes de croissance, les rations un peu caricaturales des animaux et leur âge sur des vélages dits de printemps. Donc des vélages de printemps, hein, nous avons des mises bas en mars à avril, voilà.
Donc, les animaux profitent d'un plein pâturage avec leur mère. Ils ne sont pas complémentés. Donc, ce qui leur permet, juste avec la ressource lait plus herbe pâturée, d'avoir des croissances supérieures à 1200 grammes par jour. Arrive ensuite le sevrage, qui va se situer entre 7 et 8 mois en fonction des années. Et là, l'idée, ça va être de leur faire des rations en hiver relativement économes pour jouer sur le phénomène de croissance compensatrice. Donc, c'est-à-dire, l'idée, c'est un peu de sous-alimenter les animaux en hiver et pour que derrière, au pâturage, ils compensent. Donc ça, c'est un mécanisme qui a été étudié sur la ferme, qui marche très très bien sur bœuf et génisse, et donc qui est utilisé aujourd'hui dans le système de production. Donc nous, on a des rations hivernales à base d'ensilage d'associations céréales protéagineux, hein, c'est ce qui est en orange, jaune orangé. Voilà, donc c'est des associations triticales poivès qui sont ensilées au stade immature de la céréale vers début juin, ce qui permet d'aller chercher une bonne productivité par hectare. On va être autour de 9 tonnes de matière sèche, avec une valeur nutritive relativement satisfaisante qui nécessite une très faible correction en fait pour que la ressource soit bien valorisée. Donc ça, c'est un peu notre ressource fourragère sécurisante pour le système de production. C'est pour ça qu'elle représente une part importante des rations, de certaines rations hivernales. Donc, ils ont ça, un peu de foin, et malheureusement, on est en agriculture biologique, on est souvent en azote limitant, et donc sur notre ration, ça se retrouve sur la valeur nutritive de nos fourrages, qui ont des valeurs azotées parfois limitantes, et on est obligé, en fait, pour une bonne valorisation du foin et de cet ensilage, de rajouter un peu de févrole. Après, on a une conduite exclusivement au pâturage, donc le deuxième printemps de l'animal et l'été. Et là, l'été, on essaye de ne pas les affourager en augmentant la surface qu'on leur met à disposition, ce qui permet derrière de maintenir quand même des croissances supérieures à, enfin, entre 600 et 700 grammes par jour, ce qui est plutôt bien. Deuxième hiver, alors historiquement, on avait des conduites exclusivement en bâtiment, donc ces animaux, ils avaient du foin à volonté qu'on corrigeait avec un peu de févrole juste pour assurer un bon fonctionnement ruminal. On avait des croissances relativement faibles, 245 grammes par jour, donc vous voyez là, c'est très faible. Ça permettait derrière de faire de la compensation au pâturage et d'avoir des 800 grammes par jour. Aujourd'hui, là, plus récemment, ce qu'on travaille, en fait, c'est que sur ces animaux-là, leur dernier hiver, en fait, on essaie de le faire dehors avec du pâturage hivernal. Donc, c'est des essais qui sont en cours parce qu'on a un réchauffement climatique, ce qui fait qu'on arrive aussi à avoir une petite légère pousse hivernale et avec un chargement très très faible, autour de 0,8 UGB, 0,6 UGB par hectare d'herbe pâturée. On arrive à maintenir ces animaux sur la phase hivernale. Et ils font sur cette phase-là aujourd'hui des croissances autour de 600-700 grammes par jour, ce qui est un très bon résultat. Voilà. Et enfin, un dernier printemps, un dernier pâturage. Et dès que le pâturage se finit, vers la mi-juin, dès que la ressource commence à diminuer en qualité, on passe sur une ration dite de finition, avec une durée de finition qui va tourner autour de 5 mois. Qui va se faire à base d'un enrubanage de qualité, à raison de 7,8 kg de matière sèche par bovin et par jour. Alors, enrubanage de qualité, on va être sur des enrubanages de prairies à flore variée ou des enrubanages de luzerne. Et là, pour exprimer le potentiel de ces animaux, parce qu'on est sur des animaux à gros potentiel, et on leur donne 6 kg de céréales. Voilà. Pour qu'ils arrivent à grossir et surtout à déposer du gras, parce que les faire grossir, c'est pas le plus compliqué. L'enjeu, c'est vraiment de leur faire du gras. Et donc là, on arrive à des animaux qui sont finis vers 31 mois. Alors, comment ça se passe, en fait, cette cinétique de reprise de poids sur la phase d'engraissement? Donc, vous avez un petit graphe avec en ordonnée le GMQ exprimé en grammes par jour. Et sur l'axe des abscisses horizontales, les phases d'engraissement, donc entre le premier et 45e jour, 45 et 75e jour, etc. Et là, vous avez l'évolution de la reprise de poids en fonction de la campagne de naissance des veaux. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que les veaux de printemps, souvent sur la phase d'engraissement, ils commencent très très fort. En fait, c'est assez simple à comprendre. Ils sortent du pâturage
et ils arrivent en engraissement. Donc ils ont tout ce qu'il faut pour très bien valoriser cette ressource très énergétique, cette alimentation de qualité, ce qui fait qu'au début on arrive à avoir des bonnes performances et après on termine, on est à 1000 grammes. Sur les veaux d'automne, eux, leur début d'engraissement se fait plutôt donc plus tard en fait, après une période de restriction un peu alimentaire. Donc du coup, ils ont un peu de mal à décoller et on a des croissances qui sont moins importantes, mais qui restent de qualité autour de 1400 grammes par jour. Et comme indicateur, ce qu'on a en fait pour suivre la finition de ces bovins, ça va être le GMQ. C'est pas possible de suivre le niveau d'engraissement de ces bovins, parce qu'en fait, du gras, visuellement en tout cas, du gras de couverture, ils n'arrivent pas à le mettre sur les pas de temps qu'on leur donne. Donc nous, on considère qu'un animal est fini quand il a des croissances qui vont frôler les 1000 grammes par jour. Et voilà. Quand on a une conduite comme ça, on se retrouve derrière avec des animaux en abattoir qui sont notés une d'état corporel de 3. Donc ça représente un bon compromis entre performance zootechnique et intérêt économique, parce qu'après, si on poursuit ces engraissements avec les quantités de concentré que je vous ai exposées, en fait, et ben, on a un coût de production qui explose totalement. Voilà. Alors, justement, ces performances en engraissement, donc vous avez les bœufs de printemps sur la colonne de gauche, les bœufs nés à l'automne sur la colonne de droite. Donc, les durées d'engraissement sont un peu plus courtes sur ceux nés au printemps. Voilà, ils font des croissances en moyenne qui sont supérieures, 1351 grammes par jour contre quasiment 1100 grammes par jour pour les bœufs nés à l'automne. Ils sont abattus entre 31 et 32 mois et à des poids de carcasse qui frôlent les 500 kg. Donc c'est pas quelque chose dont on est fier, mais en fait, on n'arrive pas à faire des animaux plus légers avec les niveaux de finition qui doivent rester en adéquation avec les attentes de la filière. Bon, ça fait de très très bons rendements de carcasse, des conformations U-, et des animaux très bien payés. Alors là, on est sur des moyennes de chiffres 2013-2016, donc on va être entre 5 € et 5,20 €. Aujourd'hui, on a encore gagné 15 centimes sur le prix de carcasse qui est payé sur ce type de bovin. Voilà. Alors, intérêt économique de la production de bœufs jeunes et finis. Vous avez sur le tableau de gauche la marge brute exprimée en euros par bœuf. Donc, pour les animaux qu'on a produits à travers cette comparaison, bœuf né à l'automne, né au printemps, donc il se base sur 3 campagnes. Donc, avec des poids de carcasse qui frôlent les 500 kg, un prix moyen à 5,10, donc un produit à 2534 €. Si on compare avec une gestion en broutard, donc un prix de cession des broutards, nous, dans notre contexte, parce que ce sont des broutards qui ne sont pas complémentés, donc ils sont nourris uniquement avec l'herbe pâturée et le lait de la mer. Donc certes, on arrive à avoir des poids au sevrage supérieurs à 350 kg, mais ce n'est pas encore des broutards très très lourds, donc un prix autour de 900 €. Un coût alimentaire à 550 €, 60 € de frais divers, donc 1510 € de charges sur la production de la phase d'élevage des bœufs, ce qui nous permet derrière de dégager une marge très intéressante d'à peu près de 1000 € par animal ou aussi 1000 € par hectare de SFP. Donc a priori quelque chose d'intéressant. On a fait une simulation à l'échelle du système. Donc, on compare un système bœuf, donc c'est le tableau de droite, un système bœuf à un système broutard avec la même SAU. Dans le système bœuf, on maximise le taux de finition et dans le système broutard, on va plutôt avoir une stratégie à maximiser le nombre de vélages. Bien sûr, on reste à UGB constant pour maintenir la cohérence du système. Ce qui fait que dans notre système bœuf, on engraisse 28 femelles et 16 bœufs par an, une partie qui est vendue en broutard, 17, et dans notre système broutard, donc on maximise les vélages, 82 vélages, qui nous permettent d'engraisser plus de femelles et par contre de vendre la totalité des mâles en broutard. Qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on observe en fait quand on modélise tout ça? On observe qu'on a une marge qui est beaucoup plus importante dans un système bœuf par rapport à un système broutard qui tend à maximiser les vélages. Donc du coup, en conclusion, augmenter le taux de finition avec moins de vaches et plus de bœufs, c'est tout à fait pertinent. Donc si la ferme expérimentale de Torigny d'Anjou était une ferme entre guillemets normale,
il n'y aurait sûrement que 60 vélages et tous les mâles seraient valorisés aujourd'hui en bœuf. Malheureusement, on ne peut pas le faire pour ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est des contraintes expérimentales, ça pénaliserait trop nos effectifs et on ne pourrait pas faire notre métier principal qui est de faire de la recherche. Voilà pour la valorisation des mâles. Donc la problématique aujourd'hui, en fait, c'est qu'on produit pour avoir on produit des grosses carcasses, des très grosses carcasses, hein, qui coûtent relativement cher, même si ça reste intéressant d'un point de vue économique. Et ces animaux sur la phase de finition utilisent quasiment 6 kg de concentré, certes autoproduit, mais bon, 6 kg par jour, ce qui peut aussi poser des problèmes éthiques, hein, parce que ça fait une part de céréales certes inférieure à 40% de la ration, mais qui reste très important. Donc des problématiques de poids pour avoir des animaux finis, hein, et de coûts de production et de quantité de céréales données à ces animaux. Voilà, Lucille, pareil, est-ce que tu veux qu'avant qu'on passe sur les femelles, on prenne un temps d'échange sur la valorisation des mâles? Oui. S'il y a des questions, posez-les. Ouais. Sur les systèmes bœufs, c'est pas... Ouais. J'ai vu qu'il y avait une question. Ce sont des bœufs 100% limousin. Oui, dans les résultats que je vous présente là, ce sont des bœufs 100% limousin. Ok. Oui, Philippe, là, oui. Quand vous parlez de 57,8% de rendement, c'est des découpes qui sont faites à base de steak haché? Alors, c'est le rendement carcasse. Hein, donc, ça va être l'animal vif sur son poids de carcasse. Ah, d'accord. Voilà, c'est pas le rendement en viande. Oui. Et les rendements en viande, vous les connaissez sur ces animaux-là? Malheureusement, non. On ne sait pas. Voilà. Ce qui se passe dans les abattoirs reste dans les abattoirs. Et oui, mais c'est un peu dommage quand même pour savoir. Bah, on vend de la viande après. Bah oui. Blandine Massot pour la donnée poids de carcasse. Donc, alors il y a Blandine qui peut compléter. Non, Blandine Massot pour une bio. Juste pour réagir par rapport à ça, la valorisation des bœufs de la ferme XP, on est sur une valorisation type prête à découper compensée où tous les arrières sont désossés, mis sous vide sur des valorisations après sur des rayons libre-service. J'y vais de manière très schématique, hein. Et les avants plutôt orientés sur des produits élaborés, viande pour hacher. Mais tous les arrières sont plutôt orientés sur des ART8, ART13, valorisation piécée. Et moi, j'ai une question qui fait écho aux évolutions réglementaires. La phase de finition des bœufs, elle se fait parce qu'il n'y a pas du tout de pâturage dans la ration. Elle se fait de quelle manière? Est-ce qu'elle se fait sur des prairies à 0 pouce de pâturage? Sur quelle surface par rapport à la taille des lots? Ou est-ce que c'est des allers-retours entre le bâtiment et les périodes? On est vraiment par rapport aux sujets d'actualité qui font beaucoup débat dans le sud-ouest là. Oui, alors du coup, avec notre double période de vélage, il y a 2 périodes d'engraissement des animaux. Il y a les animaux qui sont engraissés octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, quoi. Voilà. Donc là, clairement, on est sur un engraissement en bâtiment parce que l'herbe ne pousse plus sur cette période-là. Et en bâtiment, les animaux ne sortent pas. Voilà. Donc, comme des animaux, enfin, voilà, ils ne sortent pas, donc enrubanage à volonté et puis 6 kg de céréales. Sur la phase, l'autre phase d'engraissement, donc à partir du mois du 15 juin, donc juin, juillet, août, septembre, octobre, là, les animaux ont accès à l'extérieur. Mais c'est uniquement un parcours. Alors, on ne mise pas sur l'herbe pâturée parce que vous avez bien vu, hein, sur les dynamiques de pousse de l'herbe, nous, l'herbe, elle ne pousse pas à cette période-là. Ou sinon, il faudrait leur allouer une surface, mais vraiment énorme, quoi. Et donc, on est quand même sur des animaux où l'objectif, c'est de les faire grossir, de leur faire déposer du gras. Et du coup, ils sont à distribution de la ressource alimentaire en bâtiment et un parcours pour des raisons de bien-être à disposition. Donc, c'est 1 hectare qu'ils ont à disposition attenant au bâtiment. Donc, ils sortent, mais ils se font engraisser en bâtiment, quel que soit le...
Okay. On est sur des sols qui en été nous permettent de les sortir. Si on fait la même chose en hiver qu'on les fait sortir, ça va être la pataugeoire totale. Enfin, vu les sols de Torigny, ça va être une vraie catastrophe. Non, ma question, clairement, elle est en lien avec l'arrêt de la dite dérogation sur les 3 mois de finition ou 1/5 de la vie du bovin en bâtiment, possible en bâtiment, et qui interroge beaucoup après sur les capacités d'engraissement, quoi. Ben, sur la phase estivale, pas de problème. Mais Sur la phase hivernale, ça veut dire que même les engraissements d'automne, là, à partir du mois d'octobre, ça veut dire que eux qui rentrent en bâtiment et qui n'ont pas accès à un parcours, il faudrait que désormais ils l'aient, quoi. Mais alors, la notion de parcours, clairement, à Torigny sur ces animaux-là, elle est, enfin, ce sera un champ de guerre, quoi. Oui. Clairement. Donc, on va avoir des animaux très très sales qui auront de moins bonnes performances, c'est évident. Et voilà, il y aura des notions de bien-être qui vont apparaître là. Alors après, l'autre solution, hein, ça serait de leur allouer des grandes surfaces. Alors là, si on alloue des grandes surfaces, on va augmenter les ça va être très compliqué. Et puis en termes de performance, il va y avoir une sacrée pénalisation, là, c'est évident. Parce que beaucoup d'activités physiques de ces animaux. Oui, du coup, ça va augmenter la durée de finition. Mais ça va l'augmenter, enfin, ça va être très impressionnant, parce que là, on peut chuter à des MQ autour de 700 grammes, hein, ça ne me surprendrait pas, moi. Et puis, de toute façon, on distribuera toujours la ressource au même endroit, donc il y aura des va-et-vient, ils ne pourront pas partir loin. Ouais. Bon, après, on espère que ce soit des choses qui évoluent quand même, parce que... Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a les mêmes ressources, que ce soit des éleveurs ou de la ferme expérimentale, donc. Oui. Non, mais c'est bien, ça confirme... Ça confirme bien la problématique. Jean Harineux demandait la valorisation, les prix des veaux et des veaux sous la mer. Enfin, des veaux sous la Alors, mer. les veaux sous la mer, ça fait longtemps qu'on en a fait à Torigny. Les derniers, ça doit être il y a 10 ans. Donc, j'ai pas les derniers cours en tête. Après, Blandine peut sûrement redonner ces éléments-là. En tout cas, quand on avait fait nos calculs, on avait pris les cours du moment. Je vais faire une réponse d'ancienne normande entre 5 et 7. D'accord. Euros du kilo. Non, mais c'est très difficile de donner des cours parce qu'on va être vraiment en fonction de l'état d'engraissement, de la couleur, etc. Et juste pour rassurer par rapport aux modalités d'évolution des classements carcasses en abattoir, quel que soit, donc là, clairement, sur l'étiquette pesée, beaucoup de veaux bio vont se retrouver en 4 de couleur. L'accès à l'aide au veau a été modifié et le critère couleur n'est plus un critère. Donc ça, ce qui est très positif. Et de toute façon, après, quelles que soient les filières, là, je parle de manière globale, on rémunère tous en fonction de la couleur sur le ticket de pesée, mais sur les reclassements carcasse à 24 heures après l'abattage. Donc, du coup, nous, en interne, enfin, en ce qui nous concerne, les modalités de rémunération ne changent pas liées à ces modalités, ces changements de classement couleur. Donc ça, c'était pour le veau sous la mer et pour les veaux broutards. Après, soit il y a une valorisation, comme disait Julien, pour un autre éleveur bio qui l'engraisse, soit c'est de la valorisation conventionnelle. C'est ça. Si c'est possible de revenir à la notion d'engraissement avec accès à l'extérieur, Julien, pendant la période d'engraissement en été, tu dis que les bœufs ont accès à l'extérieur, ils se déplacent réellement, c'est un parcours qui... Est-ce que tu pourrais nous le décrire un petit peu C'est pas compliqué, c'est une parcelle d'1 hectare attenante au bâtiment. D'accord, donc c'est des déplacements relativement limités Très limités. Ouais. On est bien dans un contexte où en fait la ressource herbagère ne pousse plus sur cette période-là. Hein. Donc, enfin, de toute façon, même si on leur met 10 hectares à disposition, ils n'iraient pas plus loin, c'est évident. Ouais. Oui, c'est pour prendre l'air, quoi. C'est clairement pour prendre l'air. D'ailleurs, on se rend compte qu'en période de forte chaleur, ils restent dans le bâtiment. Tout à fait. C'est ce qu'on s'évertue effectivement d'expliquer aux administratifs du ministère. Ouais. Non, mais c'est très bien parce que ça nous donne du grain à moudre, justement. Tout à fait.
Oui, c'est bien d'avoir tous les points de Ce qu'on vue. remarque, nous, et ça, on n'est pas, capable de l'expliquer avec la rationalité qu'on aime bien, mais voilà, sur la phase d'engraissement, en été, on a toujours des meilleures performances qu'en hiver. Et il y a quand même une notion, je pense, de bien-être sur cette période-là, qui s'explique plus par un chargement dans le bâtiment. On arrive en fait sur cette période-là, les bœufs, à ce qu'ils soient un peu moins chargés, voire pas du tout chargés. Enfin, c'est même pas du tout chargé parce qu'ils ont 30 places à disposition, ils sont 10, hein, donc c'est pas du tout chargé. Et on a des animaux qui profitent mieux. Voilà. Oui, alors là, c'est effectivement au niveau. Selon toi, c'est vraiment dans le bâtiment, quoi, le fait d'avoir plus d'espace dans le bâtiment? Bah, c'est le bâtiment, oui. Bah, enfin, voilà, je suis pas à l'aise. Ça, c'est une observation qu'on fait. C'est une observation. Voilà. Non, parce que c'est une des propositions qu'on aimerait faire. Effectivement, dans les pistes de proposition au niveau du guide de lecture français, on était sur un doublement de l'espace par animal à l'intérieur, justement pour justifier moins de sorties, quoi. L'hiver, ça va coûter cher d'engraisser, hein, si on doit tous les mettre sous une cabane maintenant. Oui. Ça va pour des veaux, mais pour des bœufs, c'est plus compliqué. Des grosses bêtes, hein. Ça ne coûtera pas trop cher, il n'y aura plus de... De toute manière, ça va coûter cher. Donc, si on n'a pas la clientèle au bout, on n'y arrivera pas. Oui, c'est clair, si le coût est supérieur. Oui. Est-ce qu'on peut revenir sur l'expérience Baron là Oui. Est-ce qu'il y a des souvenirs de prix qui étaient, comment dire, pas prohibitifs, mais l'inverse, au contraire. Est-ce qu'il y a un prix de seuil qui était auquel on estimait qu'il était rentable Ah ouais, mais le prix seuil, je crois qu'il était à 4,50 € le prix seuil. Mais du coup, c'était un non-sens que c'était des animaux qui étaient payés 3,50, 3,60. Et ouais. Et en vente directe, il n'y a pas eu de tentative. En direct, en vente? Oui. En vente directe? Ah bah non. Mais pas aussi lourd, à mon avis. C'est jusqu'à 12 mois peut-être, mais pas entre 12 et 16 mois, quoi. Mais là, l'enjeu, ça va être les dépôts de gras, quoi. Et ouais. Puis c'est bien trop maigre. Des dépôts de gras sur des animaux comme ça, il va falloir arroser en céréales, hein. Et là, au niveau cahier des charges, ouais. Ou avoir des génétiques vraiment différentes. On va en parler après. Parce que là, on est quand même sur des animaux, voilà, race limousine, fort potentiel de croissance. On a une orientation génétique mixte viande. C'est des animaux qui font du muscle très très longtemps. Sauf si on arrive à doper d'un point de vue énergétique. Donc, ce qu'on arrive à faire avec des veaux sous la mer, notamment avec des tentes, où on a une ration très très énergétique, ou clairement, hein, les éleveurs qui font des beaux veaux sous la mer, on le sait, hein, ils sont très très limite cahier des charges parce que c'est céréales à volonté sur ces animaux-là. Donc, ça met en avant d'autres problèmes. Ok. S'il n'y a plus de questions. Et juste pour finir sur le baron, donc la question a eu le mérite de se poser et d'être travaillée, mais l'aventure a été de part et d'autre et d'accords conjoints très vite aussi abandonnée. Et nous, qui étions au niveau du Nebio à l'origine du dossier dans le début des années 2010, le dossier a été très vite oublié. Il n'y a plus de valorisation de Malentier. Ok. Bon. Donc après les mâles, les femelles? C'est parti pour les femelles. Donc je vais essayer de faire ça en 20 minutes, qu'on ait un temps d'échange après. Alors, bon, ça vous l'aurez. On va directement. Donc ça c'est vraiment. Je vous ai mis 2 diapos en fait pour expliquer un peu le contexte autour de la finition des femelles sur la ferme de Torigné. Donc c'est l'histoire, hein, tous les animaux qu'on a et comment on les a gérés. Ce que je veux vous présenter en détail, c'est l'évolution de ces animaux. C'est-à-dire que la ferme, elle engraisse depuis sa création, hein, depuis l'année 2000.
Et on a fait une étude qui a synthétisé l'ensemble des animaux abattus entre 2000 et 2015 sur la ferme. On a regardé l'évolution des performances. Donc, on avait 356 vaches qui avaient été engraissées sur la ferme, abattues en moyenne à 5 ans. Donc, c'est les chiffres qui sont en rouge. 5 ans parce qu'on a un taux de renouvellement élevé, 35% pour rappel. Des poids de 664 kg en début d'engraissement, des notes d'état corporel, les NEC, autour de 2, des durées d'engraissement moyenne de 112 jours, des gains de 497 kg pour produire des carcasses de 419 kg. Voilà. Ce qui est intéressant de regarder, c'est l'évolution de ces performances. La ferme de Torigné a suivi une évolution génétique assez traditionnelle. On a utilisé, on a fait comme tout le monde. On a cherché du poids, on a recherché de la conformation. Et alors, comment ça s'est traduit sur les performances en engraissement? Donc, nos vaches sont toujours abattues au même âge, donc ça, c'est normal. Hein, le taux de renouvellement, il n'a pas changé. On avait des animaux en début d'engraissement qui font toujours le même poids. 664 kg entre 2000 et 2004, et entre 2013 et 2015, 672 kg, donc pas de différence significative. Par contre, une différence significative sur les notes d'état corporel en début d'engraissement. On a fait une chute de 0,5 points. Voilà. Qu'on n'explique pas par une évolution de notre sévérité sur la notation. Ça peut être ça, mais pas dans cette ampleur. Donc ça, c'est un constat qu'il faut faire. On a des durées d'engraissement qui ont quasiment doublé. On est passé de 85 à 141 jours. Des gains, heureusement, qui ont eux aussi quasiment doublé. On est passé de 72 kg à 131 kg. Et on a des carcasses qui ont pris 50 kg. Voilà. Donc, eh bien, on a réussi à alourdir. Hein. En 15 ans, on a gagné 50 kg de carcasses. Là-dessus, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a quand même une grande hétérogénéité des performances. On est en moyenne sur cette phase d'engraissement à 878 grammes par jour avec un écart type à 354. Voilà. Et voilà, un constat d'augmentation des durées d'engraissement et d'augmentation des poids de carcasse et surtout des notes d'état corporel moins importantes en début d'engraissement. Alors, on a essayé de comprendre ces facteurs de variation après de ces performances en engraissement. Alors, qu'est-ce qui facteur de variation? On a regardé l'incidence de l'âge à l'abattage. Donc là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 classes d'animaux abattus. Les animaux abattus à moins de 3 ans et demi, entre 3 ans et demi et 4 ans et demi, entre 4 ans et demi et 6 ans, etc. D'accord? Vous avez leur poids de carcasse, courbe noire. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que les poids de carcasse maximum sont atteints pour les animaux autour de 6 ans. Quelque chose d'assez classique. Hein. On a redémontré qu'une vache allaitante de race limousine, hein, mais bon, c'est assez semblable pour les autres races, elle atteint un état adulte à 6 ans. Donc, du coup, son point de carcasse maximum à cette date-là. On a regardé l'évolution des rendements. Les rendements, ils sont plus importants quand les animaux sont jeunes. D'accord, et ils ont tendance à diminuer avec l'âge. Voilà. D'accord, donc des animaux jeunes qui expriment sûrement plus de vie. Et en vert, vous avez les durées de finition. On a des durées de finition relativement longues au début, 110 jours et 128 jours. Alors pourquoi? Parce qu'on a des animaux qui expriment encore de la croissance. Donc il faut leur faire de la croissance et des dépôts de gras. Donc c'est pour ça que ça dure plus longtemps. Et après, quand on se rapproche de l'état adulte, on a des durées d'engraissement qui dépassent légèrement les 100 jours. Mais vu qu'on a atteint l'état adulte, on n'a plus que du gras à aller chercher, enfin un peu de viande aussi, hein, mais c'est pour ça que c'est beaucoup plus constant. Voilà. L'influence de la note d'état corporel initial. Donc là, on a fait 2 catégories animales. Hein. On a fait des animaux qui avaient une note d'état corporel initial très faible, 1,4, et des animaux qui avait une note d'état corporel initial qu'on va qualifier de moyenne. Hein. Nous, c'est notre tiers supérieur, hein, mais bon, elle reste moyenne, 2,4. Elles ont le même âge. Voilà. Au niveau du poids vif initial, on voit que les animaux les moins en état sont plus légers que les animaux plus en état. Bon, c'est relativement logique. Durée de finition, elles sont quasiment doublées. 148 jours, enfin de 88 à 148 jours. Voilà. Les gains de poids, heureusement, ils ont aussi augmenté. Et les poids de carcasse, là, sont les mêmes. Donc, ce qui est un peu problématique, en fait. Donc, on a une génétique qui fait certains animaux, en fait, moins en état et au départ, et pourtant qui arrivent au même poids de carcasse à la fin. Et donc, la différence s'explique par des durées de finition et des gains de poids différents, d'accord, avec un petit effet sur la conformation. Donc la note d'état corporel, hein, elle est estimée, j'aurais pu commencer par ça, hein, par palpation des bovins, au niveau du ligament sacro-tubéral, là, à l'attache de queue.
et sur les 2 dernières côtes. C'est la méthodologie qui a été mise en place en 86 par l'INRA, qui représente la meilleure corrélation entre en fait, le niveau adipeux visuel de l'animal et ce qu'on a réellement dans la carcasse. Alors, la génétique, comment elle fait varier ses performances en engraissement? Donc là, peut-être que tout le monde n'est pas à l'aise avec ces index génétiques, on va faire simple. Vous avez le CRCEV. Donc, CRCEV, c'est le potentiel de croissance des animaux, c'est la capacité des animaux à produire des animaux lourds au sevrage. D'accord? Le DSCEV, ça va caractériser le développement squelettique des animaux au sevrage, et le DMCEV, le développement musculaire des animaux. Là, on a fait 2 classes, faibles et élevées à chaque fois. Donc, on va directement aller aux conclusions. Des animaux qui génétiquement ont des gros potentiels de croissance, ils sont plus lourds. Bon, c'est logique. Et ils font des carcasses plus lourdes. D'accord? Par contre, ça n'a pas d'effet sur la note d'état, sur les durées de finition, sur les rendements et sur les classements. Les grandes vaches, elles sont moins en état au début d'engraissement, et donc du coup, elles ont des durées d'engraissement plus longues et des poids de carcasse plus importants. D'accord? Et des vaches avec plutôt une génétique à faire du développement musculaire, et ben celles qui ont beaucoup de développement musculaire, pas de gain sur la note d'état initiale, le poids initial, la durée de finition, le GMQ en engraissement, le poids de carcasse, il y a juste un effet sur le rendement et sur le classement. Voilà. Donc avec la génétique, ben, on a réussi à faire des vaches moins en état et globalement plus lourdes à l'abattage. Voilà. Donc la génétique est un bon levier pour améliorer ces critères. Alors, ensuite, on a regardé la cinétique de reprise de poids sur la phase d'engraissement. Donc vous avez le GMQ en ordonnée et pareil, des classes de durée d'engraissement en abscisse. La courbe noire, c'est la courbe moyenne de nos animaux. On observe qu'en début d'engraissement, on a des animaux qui tournent à 800 grammes par jour. Ils font un pic qui frôle les 1000 grammes par jour et après, il y a une moins bonne efficacité alimentaire et du coup, le GMQ diminue. On a isolé 2 sous-populations, nos vaches en vert qui ont moins de 6 ans et les vaches en rouge qui ont plus de 6 ans. Qu'est-ce qu'on observe? Cette cinétique, elle chute d'autant plus tôt que l'animal est âgé en fait. Donc pour les jeunes vaches, on a tendance à avoir un plateau qui est plus important et une chute moins importante. Par contre, pour nos vieilles vaches, on a une chute du GMQ engraissement qui est beaucoup plus précoce et surtout qui est beaucoup plus prononcée avec derrière des GMQ autour de 500 grammes par jour. Donc ça, ça nous interroge principalement sur cette phase-là et sur l'opportunité des derniers kilos de carcasse. Parce que là, bien sûr, elles mangent la même chose tout le long de la phase d'engraissement, mais là, en termes d'efficacité, on n'est pas très bon. Et surtout, pour les vaches de plus de 6 ans, on verra ça en détail après. Alors, quels moyens on se donne pour engraisser nos vaches? À Torigné, on travaille sur l'autonomie, on se doit d'être complètement autonome, donc on a fait des essais dans ce sens-là. Donc, on a comparé différents régimes, on en a comparé 14. À chaque fois dans des dispositifs de mise en lot de nos animaux pour avoir des choses comparables. Donc là, on avait testé 2 rations, une ration à base de foin de luzerne plus 6 kg de céréales, qu'on avait comparé à une ration qu'on a qualifiée de mixte, qui était de l'ensilage d'association céréales protéagineux plus du foin de luzerne, complémenté par du triticale pois et de la févrole. D'accord ? Qu'est-ce qu'on observe? On observe de meilleures performances dans ce régime mixte. Voilà. Et l'explication, elle est très simple, en fait. C'est la course à la densité énergétique. Avec ce régime-là, on a une densité énergétique qui est supérieure, 0,84 UFV par kilo de matière sèche ingérée, contre 0,77 pour le lot luzerne. Ce qui fait que plus on arrive à faire ingérer de l'énergie à un bovin, meilleures vont être ses performances en engraissement, ce qu'on voit bien sur le GMQ. Et bien sûr, derrière, ça se reporte un peu sur les durées de finition. Et poids de carcasse, rendement, conformation et état de carcasse, pas d'impact. Alors là, on peut revenir un peu sur les régimes. Une petite limite à ce régime luzerne plus céréales, c'est que les animaux, ils ont tendance à trier ce fourrage. Le foin de luzerne est un fourrage que les animaux peuvent trier. Ils s'attaquent à la feuille et ils laissent le brin.
Donc c'est bien en ration instantanée, mais ça fait du coup un peu un gaspillage de ressources alimentaires. Et la luzerne, c'est bien d'un point de vue protéique, mais d'un point de vue énergétique, c'est moins bien. Donc du coup, c'est pour ça que les animaux, globalement, ils ont ingéré moins d'UF et du coup, moins de performance. Alors, deuxième ration, enfin modalité qu'on souhaitait vous présenter, c'est les rations d'engraissement à base d'enrubanage, parce que l'enrubanage, c'est très très simple d'utilisation et on peut plus facilement aller chercher des bonnes valeurs nutritives. Donc là, on est sur un enrubanage de prairies à flore variée, hein, c'est les résultats en noir qu'on a comparé à un enrubanage de luzerne. Et à chaque fois, on l'a complémenté par 6 kg de triticale poids. Alors bien sûr, quand on dit les 6 kg, on respecte les 40%. On est à peu près entre 36, 37, 38% de céréales dans la ration. Donc, on respecte le cahier des charges par rapport à ça. Et là, sur ces deux régimes, on observe aussi un GMQ en faveur des régimes à base d'enrubanage à flore variée. Et là, l'explication, elle est encore la même. C'est une notion de densité énergétique. Donc, pour bien engraisser nos animaux, il faut leur apporter beaucoup d'énergie, un maximum d'énergie par kilo de matière sèche ingérée. Voilà. Derrière, du coup, on retrouve un impact sur les durées de finition, qui augmente de 16 jours pour le lot en rubanage de luzerne. Et par contre, sur les performances en tant que telles de carcasse, bien évidemment, quasiment aucune différence. Voilà, on reviendra sur les régimes s'il y a des questions. Ça, je vais passer rapidement parce que je vois le temps défiler. Alors, souvent, on a la question, est-ce que vous avez fait des choses sur l'engraissement au pâturage? Alors, les bœufs, je vous ai expliqué pourquoi c'était compliqué de les engraisser au pâturage. Et pour les vaches, je vais essayer aussi de vous expliquer pourquoi dans notre contexte c'est compliqué. Alors, quand est-ce qu'on se pose la question d'engraisser une vache? On se pose la question, alors nous on a deux périodes, donc les vélages d'automne et les vélages de printemps. Donc pour les vélages d'automne, on se pose la question de l'engraisser si elle perd son veau. Si elle perd son veau, elle va à l'engraissement. Ou elle ne retourne pas à la reproduction. Donc du coup, vélage septembre-octobre, on prend la décision en octobre. En octobre, il n'y a plus d'herbe dans les champs. Donc pour les vélages d'automne après vélage, la question ne se pose pas. Un autre moment où on peut engraisser nos vaches qui vèlent à l'automne, c'est quand elles ont sevré leur veau. Soit elles sont vides, elles sont vides, donc du coup, on ne les garde pas dans le troupeau, on les met à l'engraissement. Le sevrage se faisant début juin, juin, juillet, août, septembre, l'herbe ne pousse pas, donc la question de l'engraissement à l'herbe ne se pose pas. Ensuite, on arrive sur les vélages de printemps. Voilà, donc sur les vélages de printemps, vélage mars-avril, éventuellement une vache qui fait un veau mort, donc on la met à l'engraissement. Et celle-là, elle se retrouve sans veau en mars-avril, donc là oui, on peut envisager un engraissement à l'herbe. Et sinon, sur les vélages de printemps, on va prendre la décision de l'engraissement après avoir sevré les veaux, sevrage en octobre-novembre, et donc là, l'herbe ne pousse plus à cette période-là, donc non, on ne peut pas envisager un engraissement à l'herbe sur cette catégorie animale. Donc en conclusion, dans ce système et dans ce contexte, la question de la finition à l'herbe ne concerne que les vaches en fait qui font des veaux morts en vélage de printemps. Donc on espère en avoir le moins possible à l'échelle des troupeaux. En l'occurrence à Torigny, il n'y en a pas beaucoup, donc c'est pour ça qu'on n'a jamais travaillé cette question. Alors par contre, il y a cette notion de pré-engraissement au pâturage qui reste intéressante. On sait qu'une vache, quand elle est à l'herbe, elle est sur une ration qui est largement supérieure à ses besoins théoriques, ses besoins de production. Donc du coup, elle commence à reprendre de l'état. Et donc on peut considérer que c'est une phase de pré-engraissement qu'on peut avoir sur les vaches qui vèlent à l'automne et qu'on va sevrer après sevrage. C'est principalement là qu'on peut faire des notions de pré-engraissement au pâturage, qui consiste dans notre situation à faire pâturer uniquement de l'herbe. Et donc c'est pour ça que la finition à l'auge, elle est complètement indispensable dans ce contexte. Voilà. J'imagine par rapport aux échanges de tout à l'heure, par rapport à l'évolution du cahier des charges, on reviendra peut-être dessus. Quelques repères de rationnement, vous dire que la densité énergétique, c'est très très important. Il faut aller chercher des densités énergétiques supérieures à 0,8 UFV par kilo de matière sèche ingérée. Que pour que cette énergie soit valorisée, il faut apporter suffisamment de protéines. Donc on a le fameux rapport PDI par UF qui doit se situer autour de 100. Quand on passe sous la barre des 100, on a une moins bonne valorisation et donc un gaspillage de la ressource alimentaire. Que pour engraisser nos vaches, malheureusement, on ne peut pas le faire qu'avec des fourrages. En tout cas, pas avec la génétique qu'on a actuellement. Donc les apports de concentré, clairement, ils sont inévitables. C'est le même topo que pour les bœufs. Que vu les niveaux de concentré qu'on apporte, faut plutôt fractionner les apports, au moins en 2 repas par jour,
pour limiter les variations de pH ruminal. Donc là, vous avez une représentation graphique en bas à droite avec en ordonnée le pH ruminal et en abscisse l'axe du temps. C'est un axe du temps d'une journée avec deux distributions. Une distribution, la première à 7 h le matin et la deuxième à 17 h le soir, qui représente les deux distributions de concentrés chez nos bovins. Et vous avez l'évolution du pH ruminal sur ces pas de temps. Donc on avait introduit des bolus pour mesurer le pH de nos bovins sur la phase d'engraissement. Et on voit qu'avec des pratiques où on apporte 6 kg de concentré, qui pourraient être un peu acidogènes, eh ben, on ne passe pas sous la barre des 6 de pH, donc il n'y a pas de problème pour le fonctionnement ruminal. Mais en tout cas, ça justifie d'apporter ces concentrés en 2 repas, parce que si on donnait 6 kg d'un seul coup à une vache, on descendrait sûrement sous les 6 kg. Donc on ne l'a jamais testé à Torigné pour des raisons de bien-être des animaux. Voilà. Et enfin, dire sur l'alimentation qu'il n'y a pas de ressources miracles, ça c'est clairement un mythe, et que c'est juste des équilibres à respecter. Donc le premier équilibre, c'est d'avoir suffisamment de fibres dans la ration pour assurer un bon fonctionnement ruminal. Et le deuxième, c'est d'avoir un équilibre énergie-protéines pour que les microbes du rumen fonctionnent correctement. Voilà. Alors ensuite, un peu d'économie par rapport à cette notion de finition des femelles. Donc une simulation faite à partir d'un régime qui marche très bien à Torigné, c'est le régime en rubanage de prairies à fleurs variées plus 6 kg de céréales, où on a comparé la valeur d'une vache non engraissée à celle d'une vache engraissée. Donc, on y reviendra s'il y a besoin. On a fixé du coup un prix de la vache non engraissée à 1 632 €, qui s'explique à partir des critères au-dessus. Et notre vache engraissée à 1000. Alors attendez, hop, je vais cacher mon truc, à 2293 €, et donc une marge de 660 €, 661 € exactement à aller chercher. D'accord? Oui, voilà. Et donc une marge sur coût alimentaire en finition qui monte à 281 € par animal. Donc du coup, un intérêt indéniable de la finition des femelles, à condition d'être en mesure de produire les ressources pour les engraisser. Ensuite, ce produit vache de réforme et cette marge sur coût alimentaire, l'évolution dans le temps. Donc on a vu qu'on avait gagné 50 kg en à peu près 15 ans d'évolution sur le troupeau. Pour produire ces 50 kg supplémentaires, on a vu que les vaches, elles étaient moins en état en début d'engraissement et du coup, elles étaient plus longues à engraisser. Donc du coup, ligne quantité de concentré, on a quasiment doublé la quantité de concentré pour engraisser une vache. Bon, le produit vache, il s'est retrouvé à améliorer de 250 €, d'accord. Mais bien sûr, donc ce qui s'explique par le poids de carcasse plus important et un petit effet aussi conformation. Et malheureusement, avec cette augmentation des quantités de concentré, le coût alimentaire de la finition a lui augmenté de un peu plus de quasiment 250 €. Donc en fait, 15 ans de sélection, et pour avoir des animaux plus lourds, qui mangent plus de concentré, mais qui ne rapportent pas plus d'argent à l'éleveur. Clairement, c'est ça. Et enfin, un dernier constat qui est important, je reviens là sur la cinétique d'évolution des prises de poids des animaux sur la phase d'engraissement, et on va s'intéresser en fait sur ces derniers kilos, sur les 30 derniers jours de la phase d'engraissement. Vous avez la courbe verte, on est bien sur nos vaches de moins de 6 ans, et la courbe rouge, les vaches de plus de 6 ans. Et quand on regarde la marge sur les 30 derniers jours d'engraissement sur nos vaches de moins de 6 ans, on gagne 8 centimes par jour. Donc autant dire qu'on achète les derniers kilos. Et quand on fait ce même calcul sur nos vaches de plus de 6 ans, et là on perd 71 centimes par jour d'engraissement. Donc ça, c'est un constat qui a été assez douloureux à faire, mais qui est très intéressant et qui aujourd'hui en fait qu'on est en train de conduire des travaux de recherche sur les niveaux de finition. On compare 2 niveaux de finition, des vaches finies à 3, ce qu'on a fait jusqu'à présent, à des vaches finies jusqu'à un état corporel de 2,5, pour voir derrière s'il y a un impact sur la qualité des carcasses et surtout sur la qualité organoleptique de la viande. Parce que s'il n'y a pas d'impact, il y a sûrement des économies à faire sur les niveaux de finition. Alors bien sûr, ce sont des travaux en cours menés en partenariat avec l'Institut de l'élevage et puis Unebio qui nous accompagne sur les mesures en abattoir là-dessus.
Les premiers, non, on a eu une série d'animaux qui ont été abattus, donc on a des tendances et on a commencé la semaine dernière à abattre la deuxième série d'animaux. On aura les résultats de ces travaux dans 6 mois et ce sont des résultats très très attendus. Voilà. Donc la problématique des vaches, un peu comme les bœufs, hein, des animaux moins en état en début d'engraissement qui coûtent plus cher à engraisser parce que les poids de carcasse ils augmentent, et des animaux qui mangent de plus en plus de concentrés, et avec un vrai questionnement sur ces derniers kilos, sur la phase de finition. Voilà pour la finition des femelles. Donc comme tout à l'heure, est-ce que vous souhaitez qu'on prenne un petit temps d'échange avant de passer au dernier point qu'on a prévu d'aborder? Il y avait une demande de précision par rapport à la nature du concentré. Est-ce que vous l'aplatissez pour le distribuer? Voilà. Alors, c'est un mélange triticale poids, à peu près 30% de poids, c'est du poids fourragé, et il est aplati. Ouais. Bon, et je réagis avec un temps de retard. Par rapport aux bœufs, j'ai oublié de poser une question sur la castration. On est une castration élastique dans le premier mois ou une castration au sevrage? Castration au sevrage. Ouais. Alors, il y a quelques éléments explicatifs. On est adhérent à Bovin Croissance, on veut une évaluation génétique de nos animaux. Le modèle de l'évaluation génétique se fait par des mesures jusqu'au sevrage des animaux et ne marche que sur les mâles entiers. Premier élément. Deuxième élément, on a démontré que les meilleurs veaux au sevrage, c'est les meilleurs bœufs derrière. Donc, on veut se donner les moyens de sélectionner les meilleurs. Donc, ça, c'est le deuxième. Et le troisième, c'est pour des notions de bien-être. Et il nous semble, à travers le peu d'informations qui existent sur la question, que ça soit moins traumatisant de castrer les animaux au sevrage qu'à l'élastique, où on a une gestion de la douleur dans le temps qui est beaucoup plus compliquée, voire impossible, clairement, à gérer pour l'éleveur. Donc nous, on a un protocole de castration avec utilisation de Ronpoon Metacam pour vraiment gérer la douleur en instantané et la gestion post-intervention après. Et depuis qu'on utilise ce protocole, clairement, déjà l'acte de castration à la pince se fait dans de meilleures conditions, et on a des animaux qui, le jour même, ont un comportement tout à fait normal. Enfin, normal, c'est-à-dire au pâturage, tout ça, dans des actions simples, quoi. Ok, d'autres remarques ou questions peut-être par rapport aux éleveurs présents sur leur pratique eux-mêmes au niveau des femelles? Non, ça ressemble à ce qu'on fait chez nous, moins précis en termes de bilan comptable économique. Non, c'est très intéressant de savoir un petit peu les âges des vaches et de comprendre un petit peu ces kilos et combien sur la fin. Voilà. On nous demande toujours plus en termes d'engraissement, et on voit bien que c'est au détriment de la partie économique aussi, quoi. Donc voilà. Donc c'est plein de questions qui se posent. Est-ce que cela remet en cause votre façon de faire évoluer génétiquement le troupeau? Oui, tout à fait. Tout à fait. Hein, à l'issue de ces travaux-là, de cette étude, on a fait le choix de ne plus utiliser des taureaux améliorateurs sur le format des animaux. Voilà, clairement. Donc en développement squelettique, on essaye de ne plus passer des taureaux avec des index supérieurs à 100. Voilà. On ne veut plus augmenter le poids de nos vaches.
Oui, ça c'est important aussi par rapport à ce qui va qui va être opérationnel. Je ne sais pas encore très bien comment au 1er janvier 2022 au niveau de la base de données nationale animaux reproducteurs en bio. On avait milité au niveau du sud-ouest pour intégrer des critères génétiques, qualité génétique et qualité sanitaire dans le choix justement des types d'animaux. Et effectivement, par rapport à la sélection génétique, c'est important aussi de pouvoir disposer d'un panel varié. Avec pas seulement que des taureaux de course, si je puis dire. Alors après, ce panel, il existe hein, dans l'offre qu'il y a en race limousine. Mais c'est vrai qu'en tant qu'éleveur, pendant des années, cet appât du volume avec un produit final plus important, il était très attrayant, quoi. Mais il y a des taureaux hein, qui sont clairement meilleurs sur d'autres critères et pas du tout sur le volume, quoi. Donc à nous de savoir les prendre, quoi. Et vous utilisez des taureaux qui sont bio? Non, ça non. Ah, voilà, donc parce que oui, là, ce que dit Anne, ce serait pour une disponibilité en animaux bio. Là, ça va être une catastrophe parce que clairement, on va perdre en hétérogénéité, enfin en diversité de notre offre. Oui. Bon, on a jusqu'en 2035 pour y arriver, mais bon, je pense qu'on peut continuer. Pour la suite. Ok. Pardon, je voulais revenir sur un petit point. Par rapport à l'alimentation, vous étiez parti sur du foin de luzerne et bon, foin de luzerne, je suppose que c'est pour l'azote, mais c'est logique que ça peut pas ruminer correctement, quoi. Donc c'est un peu logique que. Ah non, ça rumine très bien avec ça. L'acte de rumination, ça va être la fibrosité de la ration. On est sur une ration très très fibreuse avec du foin de luzerne. Il n'y a pas de souci. Oui, mais c'est pas assez piquant la luzerne par rapport à. C'était la ration la plus piquante qu'on a testée. D'accord. Ah ouais, non, il n'y a pas de souci. C'est vraiment le foin de luzerne pour ça. Souvent même des éleveurs, notamment en système conventionnel vache laitière, ils vont rajouter juste 1 kg de foin de luzerne dans leur ration, justement pour ramener de la fibre et le côté mécanique pour le rumen, quoi. Et c'était même un problème, c'est que c'était trop fibreux. C'était trop fibreux, donc du coup, ça prenait tellement de place dans le rumen qu'elles en ingéraient moins. Et puis du coup, vous avez vu, hein, la densité énergétique de la ration, elle baissait, quoi. Ouais. Voilà. Alors, donc voilà, on a fait les constats. Hein. Les constats, je les répète, hein, mais c'est des gros animaux hein, qui font des gros morceaux de viande. La filière qui n'est plus, qui veut pas de trop gros morceaux, parce que le consommateur, il mange moins de viande. Le consommateur bio, il mange plutôt des petits morceaux aussi, parce que dans l'acte d'achat, il y a une répercussion. Et puis des vaches qui mangent beaucoup de concentré, beaucoup trop de concentré. Donc on a essayé à Torigné de se poser les bonnes questions pour trouver des solutions, les solutions de demain qui vont permettre de répondre un peu aux enjeux que j'ai essayé de formaliser ici. Alors pour nous, les problématiques de demain, ça va être quoi? La première au service de l'éleveur, comment diminuer les durées de finition? Alors, plusieurs hypothèses. Ça, on a commencé à travailler dessus. Je vous l'ai exposé tout à l'heure. Hein, c'est travailler sur les niveaux de finition. Un autre moyen de diminuer les durées de finition, ça serait de gagner en précocité avec des animaux qui déposent du gras plus rapidement. Et aussi de diminuer les gabarits, parce que s'ils sont plus petits, ils seront plus rapides à finir. Donc ça, c'est une première problématique. Deuxième problématique, c'est comment améliorer l'efficience alimentaire, d'accord, et notamment l'efficience alimentaire à base de fourrage. Donc, gagner en précocité. Donc, si on a des animaux qui
qui déposent du gras plus rapidement, on peut se dire qu'ils peuvent le faire aussi à moindre coût énergétique. Diminuer le gabarit, ça, est-ce que ça peut aller dans le sens de l'efficience alimentaire? On se pose la question. Et diminuer l'âge à l'abattage, donc ça c'est évident, parce qu'on a des animaux qui sont, plus ils sont jeunes, plus ils sont efficaces. Voilà. Et enfin, dernière problématique auxquelles on se doit de répondre, c'est produire une viande correspondant aux attentes sociétales. Donc là, le consommateur veut manger des petits morceaux de viande, parce que les gros morceaux, c'est compliqué, parce qu'ils s'entendent très bien. Bien sûr, le consommateur veut une viande de qualité, hein. Donc voilà, là on a des travaux en cours là-dessus et des choses d'avenir aussi. Le consommateur, il est de plus en plus au courant des choses. Donc la part d'herbe dans la ration, alors peut-être pas toujours pâturée, peut-être sous forme de récolté, enfin voilà. En tout cas, cette question de part d'herbe dans la ration, elle est très importante. Et il y a aussi une vision plus systémique, hein, ça va être d'accroître le taux de valorisation à l'échelle du système, parce que jusqu'à quand la filière va pouvoir se permettre d'avoir un sous-produit, notamment vaches de réforme non finies ou veaux mâles vendus broutards, qui vont alimenter le conventionnel et pas la filière bio. Voilà. Donc l'idée, c'est de trouver des solutions pour répondre à l'ensemble de ces problématiques. Alors, comment ça se passe la composition du croît d'un bovin? Donc là, vous avez le GMQ en ordonnée et en abscisse, vous avez un axe avec l'évolution du poids vif. Qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'au début de sa vie, le bovin, il va surtout faire du squelette et un peu de muscle, d'accord? Après, il aura fait son développement squelettique. La base sera faite, donc le développement des tissus squelettiques va diminuer, il va faire du muscle. Et on voit que le tissu adipeux, c'est quelque chose qui est fait vraiment en troisième position, parce que c'est quelque chose qui est beaucoup moins essentiel au fonctionnement du bovin. Et pourtant, nous, c'est ce qui nous intéresse, en tout cas quand on s'intéresse uniquement à la partie finition, parce qu'on veut que nos animaux fassent du gras. Ça donne du goût à la viande, ça donne de la flaveur et ça nous aide aussi dans la conservation de ce produit. Alors, comment on fait pour ramener plus de gras sur nos animaux? On pourrait se dire, on va chercher en race limousine des animaux qu'on va qualifier de plus précoces. Donc, quand on parle comme ça avec des éleveurs limousins, on dit, si, hein, ça existe. On prend des petits taureaux là qui servent à faire des veaux sous la mer, notamment dans le Limousin ou dans l'Aveyron. Hein, c'est une génétique qui est très bien connue, donc qui est très conformée. Mais là, on va chercher du coup de la précocité en muscles, donc des animaux en fait qui vont être capables d'exprimer un potentiel musculaire avec une bonne ressource énergétique, souvent très très riche. Donc on est un peu sur des choses qu'on a discuté tout à l'heure, hein, avec des apports à base de lait complémentaire avec l'utilisation de tente ou du concentré à volonté. Et ça, par contre, ça a plutôt tendance à faire une viande claire, parce que c'est de la viande de veau en fait, donc c'est ce qu'on recherche. Donc voilà, donc nous, gagner de la précocité comme ça nous intéresse pas trop. Et puis à gauche, je vous ai mis un graphe qui représente l'évolution de la note de gras interne des taurillons de race blonde d'Aquitaine, contrôlés en station de testage d'aptitude bouchère. Et donc là, vous avez sur l'axe des ordonnées, la note de gras interne, et là, des abscisses, vous avez, en fait, c'est les années. Et donc, c'est une génétique où les éleveurs, ils ont travaillé le développement musculaire. L'objectif, c'était d'aller chercher vraiment de l'aptitude bouchère. Et on voit que cette aptitude bouchère, ça s'accompagne d'une dégradation de la capacité des animaux à déposer du gras facilement. Et donc, en conclusion, il y a un bel antagonisme entre muscles et dépôt de gras. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt le dépôt de gras, c'est cette précocité, cette capacité des animaux à aller faire du gras plus facilement, qu'on peut définir comme la précocité étant l'aptitude que possède un animal, ou plus généralement un type génétique, à réaliser rapidement l'état adulte et plus particulièrement à atteindre vite la composition corporelle de l'adulte, donc du coup à faire du gras à moindre coût. Et dans ce gras, on va retrouver le gras intramusculaire, donc c'est ce fameux persillé qui intéresse tant les amateurs de viande, mais aussi du gras extramusculaire avec le marbré et puis du gras de couverture qui vont être très intéressants. Certes aussi le marbré pour le goût, la flaveur, mais le gras de couverture pour la conservation de la carcasse. Et nous, on veut trouver des génétiques qui nous permettent de faire du gras. Alors la race parfaite, on sait qu'elle n'existe pas. D'accord.
Et puis en France, on n'a pas d'indicateur pour aller chercher cette notion de précocité en gras dans nos races. C'est quelque chose qui n'est pas évalué. Et puis par rapport à ce qu'on vient de dire, en fait, on a toutes nos races françaises, elles ont été chercher du format, du développement musculaire, du potentiel de croissance, et on sait que c'est antagoniste à la capacité des animaux à déposer du gras rapidement. Donc du coup, à Torigné, on s'est lancé sur l'utilisation d'un croisement terminal en allant chercher une génétique, pour le coup, qui était connue pour sa capacité à être précoce en gras, donc à déposer du gras rapidement et plus facilement. Et donc, on travaille sur un croisement terminal à base d'un taureau de race Angus qu'on met sur nos génisses de race Limousine. Alors, en termes de fonctionnement de troupeau, ça fait la chose suivante. On a nos vaches limousines qui produisent des bœufs limousins et des génisses limousines. Les génisses limousines qu'elles produisent retournent dans le système de production pour derrière produire des vaches limousines. Sauf que nos génisses limousines, avant de reproduire des génisses limousines, on va leur demander de produire des génisses croisées et des bœufs croisés. D'accord ? Donc, c'est-à-dire qu'on va créer une nouvelle catégorie animale à l'échelle de notre troupeau sans remettre en cause le fonctionnement du troupeau. C'est-à-dire que le taux de renouvellement reste le même, sauf qu'on perd une génération pour le faire, parce qu'on fait des produits terminaux, donc les produits issus des génisses en premier accouplement, du coup, se retrouvent être des produits croisés qui ne retournent pas dans le troupeau. Voilà. Alors, comment on veut utiliser ce taureau Angus? Donc, uniquement sur nos génisses, et vu que la race Angus, elle a une aptitude à faire aussi des petits voiles naissance, et on va en profiter pour aussi diminuer l'âge au premier vélage de notre troupeau, pour diminuer la phase d'improductivité. Donc, on va faire véler toutes nos génisses, enfin on le fait là, ça y est, à 2 ans. Et l'idée derrière, c'est que tous leurs produits, ce sont des animaux croisés, et l'idée, c'est de les conduire avec des itinéraires techniques qui sont en construction aujourd'hui, qu'on est en train de tester, pour produire des animaux croisés abattus entre 24 et 27 mois, entre 350 et 400 kg de carcasse finie, en faisant l'hypothèse qu'on va réduire le format de nos animaux par la génétique, et on va gagner en précocité, ce qui devrait nous permettre de terminer nos animaux beaucoup plus facilement, en maximisant la part d'herbe dans la ration, et en parallèle, on diminue nos poids de carcasse. Donc normalement, on est gagnant-gagnant par rapport aux problématiques qu'on a fixées tout à l'heure. Bien sûr, vous reprécisez que c'est sans remise en cause du troupeau souche, parce qu'en fait, le nouveau renouvellement du troupeau, quand on est éleveur, on se rend compte qu'on fait surtout avec les filles des multipares. Souvent, les filles des primipares, elles ne restent pas dans le troupeau. Donc, on a un taux de renouvellement qui va passer de 35 à 30%, mais voilà, ça ne va pas changer grand-chose. Et puis, on va maintenir, bien sûr, le nombre de réformes. Voilà. Donc là, vous avez en détail le fonctionnement du troupeau. Voilà, on pourrait y revenir s'il y a plus de questions. Et en termes d'organisation, on va en profiter du coup, parce que vu qu'on va réduire l'âge au premier vélage, on va réduire les UGB sur la ferme. Donc, on va pouvoir finir la totalité de nos animaux croisés et aussi augmenter un peu le nombre de vélages. Donc, on va un peu augmenter les vélages d'automne, ce qui va nous permettre d'augmenter notre potentiel d'expérimentation. Voilà. Et produire du coup, en produit sur la ferme, on aura toujours nos 30 vaches de réforme, produites annuellement, enfin un peu plus, parce que là on est plutôt à 25-26, mais vu qu'on augmente les vélages d'automne, on va pouvoir augmenter. On aura toujours nos 16 bœufs limousins produits entre 30 et 32 mois, parce que c'est un modèle économique très cohérent. Et puis on va tenter du coup des bœufs abattus entre 24 et 27 mois et des génus abattus elles aussi entre 24 et 27 mois, issus de ce fameux croisement Angus-Limousin. Avec l'idée sur les vélages d'automne d'être sur une conduite pour produire des animaux finis à 24 mois, c'est-à-dire qu'ils seront tout le temps à l'herbe jusqu'à 21 mois. 21 mois, on arrivera au mois de juin, sécheresse estivale, et c'est sur cette période-là qu'on les finira. Et les veaux nés au printemps, ils auront 2 ans à leur 3e mise à l'herbe, en fait, et du coup, on les finira à l'herbe pâturée, plus sûrement un peu de céréales sur cette phase d'engraissement. Voilà, donc des premiers résultats en 2022. Les premiers animaux sont nés. On a 1, 2, 3, 4 générations qui sont nées aujourd'hui sur la ferme. Et les premiers seront finis cet été pour être abattus au mois de septembre.
Voilà ce que je pouvais vous dire sur les travaux d'avenir qui, on l'espère, tentent de répondre un peu aux enjeux et surtout de trouver des alternatives aux problématiques qui ont été mises en évidence dans les travaux antérieurs, tant sur la valorisation des mâles que la valorisation des femelles. Bon, merci, c'était très clair. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser à l'oral. Est-ce qu'il y a des questions? Pour l'instant, j'en vois pas, mais... Et s'il n'y en a pas, on peut peut-être faire un petit récap. En gros, en bio, ce qui se valorise bien, c'est les veaux sous la mer, les génisses engraissés et les bœufs. Donc, Julien, tu me dis si c'est pas correct. Et après, par rapport à l'engraissement, donc la finition à l'herbe paraît compliquée, vraiment, sauf pour certaines génisses qui auraient vélé au printemps et dont le veau serait mort, donc ça reste quand même pas à espérer. Donc ça reste compliqué d'engraisser à l'herbe, notamment avec des contextes climatiques comme les nôtres, c'est-à-dire séchant en été. Après, l'important, c'est vraiment l'équilibre énergétique et protéique, le fractionnement et les fibres, et le travail en bio, hein, le travail sur les prairies à fleurs variées et garder cet équilibre-là. Donc, l'engraissement des vaches n'est pas impossible chez nous, mais voilà, il faut vraiment travailler sur les itinéraires techniques et sur les prairies. Anne, tu me dis si tu veux rajouter des choses. Oui, je pense que aussi les plus de 20 ans d'expérience de la ferme de Torigné nous a montré aussi, notamment pour les femelles, l'intérêt économique indéniable de la finition. Donc, c'est aussi pour ça que en lien avec les attentes exprimées en commission filière, on voulait vous proposer ce webinaire initialement on avait prévu sur le terrain aussi chez un éleveur, mais bon, pour justement mettre en avant aussi l'intérêt de vendre des animaux finis plutôt que des broutards. Ouais. Est-ce que tu peux reprendre, alors juste un petit récap sur les génisses. Donc en fait, vous privilégiez plutôt des animaux pas trop lourds et des jeunes animaux. C'est ça, Julien? Les génisses, là, ce que tu nous avais montré, l'itinéraire, en fait, c'est des vaches qui ont fait un premier vélage. Non, les classiques, l'itinéraire classique. Les génisses, on n'en valorise pas trop en fait, c'est surtout des vaches. Ouais, des vaches, pardon. Ouais. Des vaches engraissées. Les vaches engraissées. L'itinéraire classique, c'est ça, à partir de ça vous va? Oui, vas-y. Non, voilà, l'enjeu en fait de ces animaux, ça va être qu'elles soient en état suffisant en début d'engraissement, parce que plus elles sont en état, moins ça coûtera cher et plus ça sera court, quoi. Et le problème, ça reste sur ces types de formats qui sont de plus en plus fréquents dans les campagnes. Ça reste l'utilisation de concentré en part relativement importante, qui est indispensable en fait pour que nos animaux ils déposent du gras, quoi. Voilà. Et c'est ça un peu le problème les limites en fait de la génétique actuelle et un peu de la course au volume qui s'est fait pour des bonnes raisons, parce qu'il ne faut pas oublier que la France, le principal produit viande de la France, c'est le broutard. Le broutard qui est vendu en Afrique du Nord ou en Italie, plus il est lourd au sevrage, plus il est payé cher et plus c'est intéressant d'un point de vue économique. Le problème, c'est que c'est la même génétique pour faire des vaches, quoi. Ouais, nos vaches, on aimerait bien avoir une génétique un peu différente, quoi. Mais ça, c'est impossible. Donc voilà, des vaches qui sont longues à engraisser et qui ont besoin, elles ont un tel potentiel de croissance qu'il faut leur mettre beaucoup de ressources énergétiques pour arriver à les finir, quoi. Ouais. Donc chez nous, c'est vrai qu'on
on a des limousines, des blondes d'Aquitaine et après des vaches plus rustiques, style Aubrac. Tu voulais dire quelque chose, Anne? Je cherchais le nom de la race. Oui, moi aussi. Nos Gasconnes, bien sûr. Donc avec des vaches quand même, toutes celles qui sont rustiques, qui ont une bonne capacité, une bonne capacité d'ingestion, etc. Mais qui font pas des gros poids carcasses. Mais après, voilà, quand on est en bio sur la blonde d'Aquitaine, ça reste plus compliqué aussi. Alors l'avantage de ces races rustiques, en fait, c'est que nous, en fait, on a pris le problème dans l'autre sens à Torigné, mais eux, ils sont gardés sur un modèle femelle qui maîtrisait, et le modèle produit broutard, ils vont l'optimiser à travers le croisement. Tout à fait. Et nous, en fait, on fait un peu l'inverse, quoi, pour essayer de trouver des solutions, en fait, à notre problème, parce qu'on a fait des vaches pour faire des broutards très, très lourds, mais ça ne correspond pas à ce qu'on veut. Tout à fait. Ouais. Donc ça, c'est un triste constat. Mais bon, Oui, voilà, faut pas oublier que voilà, il y a 70% des éleveurs français qui vendent des broutards. Hein. Donc voilà, l'offre génétique, elle est adaptée à ce qu'on produit en France. Ce qu'on fait. Donc pour revenir un petit peu sur ce qui a été fait là expérimentalement, chez nous, dans notre exploitation ici en bio depuis 2002, donc on est en blonde d'Aquitaine. On a démarré aussi avec de l'angus il y a 3 ans. Nous avons l'eau maintenant, nous avons des vaches, des hygiénistes qui sont mis à la reproduction actuellement. Ils vont vivre aussi à 2 ans. Et nous avons commercialisé nos premiers bœufs cette année, premier bœuf angus, qui était pur, voilà, castré pareil, après castré à 8 mois. Et ce qu'on peut dire, ce que vous disiez par rapport au gras, c'est sûr que nous, en race blonde, et c'était une de nos grosses problématiques, eh bien, en 3 ans, sur les génisses, première année, on ne t'entend pas très bien, Philippe. Est-ce que tu peux approcher un peu plus ton micro de... Oui, tu m'entends mieux là? Oui, beaucoup mieux. Là, c'est mieux. Allô? Ouais. Oui, c'est beaucoup mieux. Oui, je disais qu'on avait, grosso modo, on faisait la même chose que ce qui a été fait là-bas, mais ce n'était pas forcément de façon expérimentale. C'est qu'on a introduit de l'angus il y a 3 ans maintenant. On a vendu le premier bœuf cette année, il y a 8 jours, donc qui faisait 412 kilos carcasse. Voilà. On a d'autres marchés et en même temps, on fait la même chose sur les génisses blondes. La première année, on met de l'angus dessus pour sortir des petits veaux et des petits veaux, évidemment, qui font pas les poids des blonds, mais par contre, qui nous apportent en gras quelque chose qu'on a du mal à avoir en blond pour faire de la vente directe ou pour tout commercialiser, sachant qu'on fait 70 abattages sur l'année et qu'on vend rien en broutard. Et on engraisse tout, quoi. Mâle, femelle, adulte, veau et bœuf en angus. Donc, je trouve que d'essayer de mettre en place, de remettre des carcasses cohérentes aussi avec nos vaches et avec la taille des exploitations et l'altitude où on évolue, mais c'est un peu plus cohérent maintenant, même si on a essayé toujours de rester là, et alors qu'on était plutôt poussé pour toujours avoir des plus grosses carcasses et des plus grosses vaches, quoi. Voilà, donc je suis content d'entendre ces choses-là. D'accord. C'est bien des problématiques d'avenir. Et oui, mais il faut que tout le monde en soit conscient. Il faut que tout le monde à tous les niveaux, dans les chambres d'agriculture aussi, en prenne connaissance et aille dans ce sens-là, quoi. Voilà, et que c'est pas parce qu'il y a d'autres races que dans des berceaux de races qu'on n'est plus agriculteur, quoi. Il faut qu'on s'en soucie tous.
Et sur le blond d'Aquitaine, du coup, là, tout est engraissé, donc, et il y a combien de mères? Nous avons 60 mères à peu près. On a à peu près 75 évélages sur l'année, quoi. Avec plus 65 blondes, on va dire, et une dizaine d'angus, quoi. Ok. Et Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, comment? Il y a combien de surface? On est en zone, on est à 1000 mètres d'altitude, on a 95 hectares, et après on est sur l'estive aussi, quoi. Une grosse partie, on a, voilà, on est tout le cheptel estive, à part la partie qui a l'engraissement pendant l'été, quoi. Mais ça veut dire que, bon, par rapport aux problématiques de sécheresse, ici, ben, on peut souffrir de sécheresse, mais on a toujours une récolte de foin abondante, et la période de sécheresse est souvent plus limitée que dans d'autres zones. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, questions, demandes de précision? Oui, sur les génisses sont vendus en broutarde, alors les génisses qui ne sont pas destinées à la reproduction. Non. Non, parce que oui, elles avaient. Bien vu, bien vu, bien vu. Non, non, très bien vu. Là, on voit que la personne connaît le fonctionnement d'un troupeau allaitant. Donc, en fait, non, nous, on met toutes les génisses à la reproduction. Et par contre, celles qu'on ne veut pas garder, elles vèlent. Et le veau, on le vend à 3 semaines et elles vont tout de suite à l'engraissement. D'accord, donc il n'y a vraiment pas d'engraissement de génisse, c'est de la vache, voilà. C'est la primipare, quoi. Ok. Alors, il faut y arriver, voilà, des génisses qui prennent vraiment pas, je crois qu'il y en a 2 par an, voilà, donc elles partent, c'est des génisses de 32 mois à peu près, mais elles sont conduites comme les vaches de toute façon. D'accord. Merci. Bon, s'il n'y a plus de questions ou plus de commentaires. Oui, mais on peut peut-être arrêter là. Effectivement, merci beaucoup, Julien, pour cette présentation, notamment ces pistes d'avenir. Nous, en région Occitanie, on va être une région très marquée par les évolutions climatiques. Donc, c'est aussi des réflexions qu'il faut avoir.